vaillance pour relever ta dignité. Tes fils reflètent d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix la la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie du Seigneur, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pour vérité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et merci encore une fois de nous faire confiance et d'être sur la meilleure des plateformes, le lieu par excellence où nous célébrons le festin intellectuel. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets qu'on va développer. Le troisième sujet, ça sera un dossier exclusif Côte d'Ivoire-Burkina. Tantôt, on voit des coups d'État, des gens qui se promènent avec 5 milliards dans des wotros pour chercher. On peut trouver quelqu'un pour faire coup d'État, mais on ne trouve pas quelqu'un. Et celui contre qui on doit faire le coup d'État subitement devient tellement intelligent et efficace qu'il arrive à repérer tout ça. Mais à quelques 100 km, les djihadistes sont en train d'infester tout le Burkina. C'est quand même chose bizarre. On arrive à retrouver des soi-disant faiseurs de coups d'État, mais on n'arrive jamais à retrouver les djihadistes et à les confronter à la rigueur de la loi du Burkina. Mais ce sont des civils qu'on prend et qu'on va mettre au front pour les massacrer, comme à Bassar-Logo, etc. Et donc, on va vous dire que face à la manipulation, il est souvent utile de sortir et de montrer la vraie face du malfaiteur. Et je parle d'Ibrahim Kaka et de sa bande. C'est ce que nous allons faire dans le dossier exclusif Côte d'Ivoire-Burkina. Et dans ce dossier, j'aimerais bien que les gens suivent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit, mais qu'on a donné de façon dispersée. Et quand je vais être dans le dossier, vous allez comprendre. Et quand vous allez faire les liens, vous allez dire « Ah !» et on va pouvoir progresser. Le deuxième sujet, ça sera un sujet de l'AIP, c'est-à-dire l'Association ivoirienne de la presse. On va parler des relations entre l'armée de Côte d'Ivoire et celle des États-Unis et surtout le rôle que chacune de ces deux armées joue dans la coopération internationale des deux États. Et c'est une collaboration avec une vision mutuelle et une collaboration pour apporter la stabilité dans l'ouest de l'Afrique, mais surtout aussi dans le monde. Et le premier sujet, naturellement, est un sujet de pouvoirmagazine.com. Et là, bizarrement, c'est le sujet Balthazar. Ça pourrait vous étonner, mais il faut qu'on en parle. Parce que le mal, comme je l'ai dit, il faut le connaître pour le dominer. Et si on fait semblant de ne pas parler de ces sujets par fausse honte, ça peut tromper certaines personnes parce que je vois des vidéos où des gens même sont en train de féliciter Balthazar. Ça devient un phénomène qui fait rire, alors que derrière, ce sont des vies qui ont été complètement détruites. Quand on vous parle d'une famille, le minimum, c'est un homme et une femme avec des enfants. Aujourd'hui, à cause de cette affaire, il y a des familles qui sont divisées. Mais chez nous, le mariage va plus loin. Chez nous, en Afrique, le mariage, ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes, mais c'est l'union de 2 familles. Au-delà de 2 familles, de 2 communautés. Et au-delà de 2 communautés, de plusieurs liens. Et donc, imaginez-vous que quand 2 personnes se marient, qu'elles sont de cultures différentes, c'est 2 mondes qui s'entremêlent. Et si c'est de cette façon-là qu'on doit pouvoir mettre fin à cette aventure, il faut qu'on arrête de s'amuser avec tout. Un homme sérieux ne doit pas s'amuser avec tout. Il y a des sujets
il faut les traiter avec tout le sérieux qu'il faut. Et donc, on va vous parler de l'affaire Balthazar et de ce que Balthazar faisait en réalité. Balthazar n'était pas à la recherche simplement d'un fantasme. Balthazar n'était pas à la recherche d'une publicité. Au début, on vous parlait d'une affaire d'argent parce qu'on a découvert des comptes où Balthazar avait de l'argent qu'il ne pouvait pas expliquer. Et c'est à la suite de ces enquêtes-là qu'on va découvrir que l'argent, c'était en réalité l'argent d'une scène beaucoup plus triste qu'on appelle le porno-réalité. Ça veut dire quoi? Vous connaissez aujourd'hui tous les concepts qui sont là. On parle de télé-réalité, télé-réalité. On dit quelqu'un est parti dans la jungle, il va aller vivre là-bas, il n'y a personne à côté de lui. On dit non, on va faire la situation, quelqu'un va se mettre dans la peau d'un pauvre. Balthazar a pu s'asseoir dans son bureau. Balthazar a compris que ce qu'on appelle la pornographie, c'est comme des films. C'est comme les films de Rambo là. Quand tu vois, Rambo lui seul, il s'en va dans un village vietnamien et puis il détruit le village lui seul. Si ce n'est pas dans un film, ça ne peut pas se faire. Un seul militaire détruit un pays? Non, c'est un film. Et derrière, il y a tout un concept et des imaginaires. Et la pornographie, c'est la même chose. Je suis désolé, mais il faut qu'on aborde le sujet, même si ça peut gêner. Et donc, la pornographie, il y a des images, et quand je dis des images, pardon, il y a des documentaires sur YouTube. J'ai pris le temps de bien regarder des personnes qui ont eu à tourner des films pornographiques. Et il y a des journalistes qui les ont interrogés. Et là-bas, j'ai pu bien comprendre comment ça se passe. Ils nous ont expliqué, des anciens acteurs ou actrices de porno, que ce qu'on voit n'est pas la réalité. C'est eux qui le disent. De deux, c'est la même chose comme des films qu'ils tournent. Et que ce qu'on voit, c'est simplement une réalité fantasmée. Et que la réalité, ces personnes qu'on voit là, surtout les femmes, elles sont obligées de prendre des antidouleurs et des drogues. Ça, c'est un. De deux, tout ce qu'on voit, comme les hommes, par exemple, à travers leur érection, ce sont des choses qui sont préparées et ils prennent des produits et à la fin, combien s'en sortent bien? Mais c'est tellement bien fait que tu vois que tout est idéalisé. Et tu te dis, waouh, c'est beau. Mais l'envers du décor, l'autre côté, c'est macabre. C'est là que Balthazar a compris que le monde n'a plus trop envie de ce qui est trop idéal. Lui, il a donc joué sur un autre terrain où il prend des vraies femmes, il leur donne de l'argent et il pratique la sexualité avec elles, mais ça se passe en direct. Et au moment où il fait, les gens peuvent suivre sans montage, sans filtre. Allez sur TikTok, essayez de prendre une vidéo de vous pour faire. Tellement les appareils sont sophistiqués aujourd'hui, tu vas devenir la plus belle personne. Et donc, sans filtre. Et quand il s'adonne à ça, ça fait fantasmer des gens parce que c'est comme de la télé-réalité. Et c'est ce concept-là qu'il utilisait pour exploiter ces femmes. Et c'est de ça qu'on va vous parler. Pour que ceux qui vont entendre ce message-là puissent se méfier. Lui, il le faisait. Ah non, non, il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur femme. Mais si quelqu'un ne s'occupe pas de ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Ah non, ça sera une leçon pour que les gens s'occupent de leur femme. C'est ton problème. Donc, ce qu'il a fait là, c'est lui au moins là, il est utile quelque part. Bon, je souhaite que ce soit toi-même ta maman. Il n'a qu'à faire ça à ta maman. Et puis maintenant, on va voir si tu seras content. Dans la vie là, la vraie vie là, on n'a pas tout. Ça, il faudrait que chacun de nous comprenne cela. Tu ne peux pas vouloir un mari qui travaille beaucoup. Parce que si tu dis que tu aimes l'argent, celui qui doit envoyer l'argent doit travailler beaucoup. Tu ne peux pas vouloir
les villas, voitures, virements, et puis demander que cet homme-là soit à tes petits soins, comme Roméo et Juliette. Chère maman, chère femme, chère épouse, chère fille, ce sont des réalités idylliques, enfantines. Le paresseux n'a pas la même notion du temps qu'un homme qui est en pleine action pour chercher de l'argent ou bien des opportunités. Et donc là, dans la vie, il ne faut pas demander quelque chose de son contraire à la fois. C'est comme un homme qui dit, non, moi je ne veux pas que ma femme travaille, je veux qu'elle s'occupe de mes enfants. Tu vas gagner le côté, elle va être à la maison, elle va bien s'occuper de tes enfants et tu peux lui poser la question, s'il y a un défaut dans l'éducation de tes enfants, elle est fortement responsable. Mais une femme qui travaille, tu lui dis, va travailler, on va partager les dépenses. Et puis venir lui dire, c'est toi la mère des enfants, il faut t'occuper. Non, non, non. Les choses ne se passent pas comme ça. Dans la vie, là, il n'y a pas de choix parfait. Dans la vie, là, il n'y a pas de choix parfait. Nous, on est venus aux États-Unis ici. On est venus. Aujourd'hui, on est là. Ceux qui sont en Afrique pensent qu'on est bien, qu'on est à l'aise, qu'on a tout. Dans une certaine mesure, ce n'est pas faux. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas. On n'a pas aujourd'hui nos parents, nos amis, nos frères. On ne les voit pas. Ça veut dire, on a fait une ablation. On a coupé. On a cautérisé. C'est-à-dire, on a pris. La cautérisation, c'est quand quelqu'un a une plaie, on met le couteau dans le feu. Et quand ça devient rouge, là, on met dessus. Avant, c'est comme ça, on tuait tétanos chez nous en Afrique. Et puis après, on met huile rouge dessus. Ça, c'était quand c'était les plaies de guerre. Voilà. Maintenant, c'est ce que nous-mêmes, on s'est fait en venant à l'aventure. On s'est cautérisé. C'est nos cœurs là saignent. Il y a certains de nos parents là, c'est le jour de leur mort ou même de notre mort qu'on saura. Mais on accepte tout ça parce qu'on a fait un choix de vouloir un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. C'est un choix. C'est difficile, mais il y a la part qu'il faut payer. Mais c'est comme ça la vie. Quand tu te maries là, si tu t'attends à trouver un homme parfait qui va répondre à tous tes besoins, c'est que tu es une idiote. Si toi aussi tu veux penser que tu vas marier une femme, c'est ton esclave que tu as marié pour qu'elle se mette à ton service à 100%, c'est que tu es un idiot. La vraie vie ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, quand tu veux gagner quelque chose ou quand tu gagnes quelque chose, il y a toujours un prix à payer. Et ça, on ne peut pas accepter de corrompre les mentalités en disant non, ce ne sont pas des femmes satisfaites. Le jour de votre mariage, là, vous parliez d'amour, vous ne parliez pas de satisfaction. Et le vrai mariage, là, au fur et à mesure que vous durez dans le mariage, ça ne devient plus l'amour, mais ça devient une nécessité où l'un a besoin de l'autre. Et donc, ça devient quelque chose où il faut se supporter. Et là où on parle de se supporter, c'est sur les limites, les faiblesses des uns et des autres qu'il faut se supporter. C'est ça le mariage. Et venir dire qu'après avoir eu des enfants qui engagent ta dignité, toi une femme mariée ou même un homme marié, tu te promènes pour vendre pour présenter tes sexes aux gens et tu dis que non, 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 je ne suis pas satisfait. Il faut me montrer dans la vie une seule personne qui est satisfaite. Montrez-moi dans la vie quelqu'un qui dit, moi là j'ai tout, je suis satisfait. Il n'y en a pas. Et donc il faut qu'on arrête avec les faux mensonges pour tromper notre société. Mais bien avant, il y a notre frère, Aoussou, de Yamoussoukro, avec tout le grain, qui m'ont interpellé hier. Nous avons une parente qui est très malade. Et elle nous a demandé, au nom de tout l'humanisme de la classe éclaireur pro-vérité, de faire assez de prières, assez de bénédictions pour que notre mère puisse retrouver santé. Puisque pour Dieu, rien n'est impossible. Il y a des gens parmi nous ici, quand eux ils vont parler, Dieu peut entendre. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'un jour, ils ont posé une action désintéressée. Ils ne s'attendaient même pas. Parce que Dieu, là, lui, ne s'est pas payé. Quitte. Lui, il est trop grand pour te dire, comme tu as donné 5 francs, je te retourne 5 francs. Et donc, s'il vous plaît, chers parents, pour tous ceux qui sont malades, pour la mère et
les parents de nos frères Alexandre Aoussou, ainsi que tous ceux qui sont malades, nous souhaitons prompt rétablissement. Et nous demandons au bon Dieu d'accorder la grâce de la santé à nous tous. À ceux qui traversent en ce moment des difficultés parce qu'ils ont perdu des personnes chères, des personnes proches, c'est Dieu seul qui est le plus miséricordieux. Et aucun être humain n'est parfait, quoi qu'on dise. Mais que Dieu transforme nos défauts et nos faiblesses en source de bénédiction, parce que c'est lui seul qui connaît l'homme et c'est lui seul aussi qui sait le chemin qu'il a tracé pour chacun. Et qu'il nous permette d'avoir la grâce et surtout la mansuétude divine. Et surtout pour tous ceux qui ont des besoins, que ce soit de n'importe quel ordre, mais des besoins utiles et des besoins nécessaires, que ce soit le mariage, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit même la tranquillité, ou bien même ça peut être des soucis de n'importe quel ordre, puisse Dieu, au nom de sa grandeur et de son omnipotence, et même de son omnibénévolence, apporter la quiétude et la sérénité, et surtout des résultats positifs à toutes ces personnes. Et merci à tous ceux et à toutes celles qui, du fond de leur cœur, feront des bénédictions. Nous vous disons merci. Sujet numéro 1. Le commerce juteux de Balthazar. Un rêve de profit, dévoré par la cupidité et la tromperie. L'affaire Balthazar que vous avez vue, on dit qu'il y avait un commerce derrière. Parce que Balthazar voulait réaliser beaucoup d'argent, mais en même temps, il a fait cela en trompant les femmes et les personnes. C'est ce qu'on va vous expliquer. Balthazar aurait créé un commerce juteux. Quand Balthazar faisait sa pornographie là, et puis il sortait avec les femmes des gens là, on dit c'est tout un système de commerce qu'il avait mis en place, nourri par la cupidité, parce que Balthazar était quelqu'un qui aimait trop l'argent, où l'illusion du succès se mêle à la pornographie. En plus d'aimer trop l'argent, mais il voulait aussi le succès. Et il a trouvé une voie intermédiaire, c'était devenu la pornographie. Et c'était quel genre de pornographie il faisait? L'idée était simple, offrir une porno-réalité, un concept censé rapporter gros. Et donc pour atteindre sa soif de succès et assouvir son grand amour pour l'argent, Balthazar a trouvé un nouveau concept qu'il a appelé porno-réalité. Et c'est un concept qui lui rapportait beaucoup d'argent. Ce n'était pas simplement un fantasme, mais un marché bien huilé, attirant des partenaires pour vendre une expérience authentique. Et donc, contrairement à ce que les gens voient sur Internet pour dire « Waouh, il est fort, il est fort », c'était tout un système qui avait été mis en place. Ce n'était pas seulement pour satisfaire les fantasmes, les désirs de ces femmes-là, ou bien de Balthazar lui-même, mais c'était un marché qui avait bien été mis en place. Et il attirait les femmes dans une expérience en leur disant « C'est une expérience authentique, voilà l'argent qu'on va te donner, voilà ce qu'on va te donner ». Cependant, tout n'était qu'une façade, un jeu où l'argent primait sur la vérité. Mais dans tout ce système que vous voyez là, c'était d'abord une affaire d'argent. Ceux qui ont participé ont été trompés. Et donc, la vérité ne leur a pas été dite dans tous les cas, parce que Balthazar les a utilisés pour se faire de l'argent. La porno-réalité, entre guillemets, que Balthazar proposait, était un mélange d'authenticité et de performance. On dit donc la porno-réalité qu'il faisait là, c'est-à-dire lui là, lui il ne fait pas de montage, il ne fait pas de filmage, c'est direct. Et au moment où il fait là, où il est en action sexuelle avec les femmes, il y a des gens qui payent et puis qui regardent en même temps en temps réel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient assis dans le monde là. Ils avaient un compte qu'ils avaient créé. Maintenant, dès qu'il s'en va prendre la femme de quelqu'un qui veut commencer là, ils donnent des informations, ils envoient des messages à ces personnes-là pour dire « Ah, il aura un show, hein, donc venez, vous allez regarder ».
Et maintenant, c'est ça qu'on appelle porno-réalité. Sans montage, sans filtre. Et là maintenant, ceux qui payaient maintenant pour venir regarder, eux viennent regarder quelque chose d'authentique. Ça veut dire quelque chose de naturel, quelque chose qui n'est pas... Quelque chose, on n'a pas mis de montage dedans. Et puis maintenant, lui montre maintenant sa performance. Balthazar affirmait vendre des vidéos qui paraissaient plus réelles que celles des films traditionnels. Et Balthazar allait plus loin pour dire que ceux qui n'ont pas pu suivre en direct pour tirer vraiment leur plaisir, les vidéos, il les enregistrait et donc il revendait ces vidéos-là avec le label que moi, Balthazar, mes vidéos-là sont plus réelles que les films porno traditionnels que vous regardez. Parce que pour moi, là, c'est du propre, c'est du direct. Mais au fond, ce n'était qu'un simple produit destiné à attirer les yeux avides. Mais la vérité, c'est que Balthazar avait compris qu'il y a des gens, c'est leurs yeux qui vont les conduire en enfer. Et là, ils veulent tout voir. Et ils veulent surtout voir des choses. On se demande même si ça en valait la peine. Toi, tu n'as plus rien à faire. C'est le sexe de ton ami garçon que tu vas regarder. Le sexe d'une femme mariée. Tu vas t'asseoir. Et puis tu vas regarder ça sur toutes les formes. Et puis tu es là. Et donc là, Balthazar a compris qu'il y a des personnes qui sont là. C'est leur plaisir là. On est dans le même pays. Quelqu'un s'en va prendre la femme de quelqu'un que je connais. Et puis maintenant, il vient écarter les jambes de cette femme-là. Et puis moi, je m'assois, je regarde tout. Et puis je vois le lendemain le mari de la femme. Et puis je le regarde. Et puis je ris dans mon cœur. Balthazar a compris tout ça. Et donc, il a eu des clients. Des clients, il en a eu. Parce que tant qu'il y aura des hommes et des personnes avides pour regarder tout et rien à la fois, Balthazar a joué sur ce marché. Balthazar promettait des scènes plus vraies que nature, où la simulation du plaisir était absente. Cependant, cette promesse de nouveauté ne faisait que masquer une profonde exploitation. Et donc, personne parmi nous ici ne va dire qu'il n'a jamais vu un film porno. Il faut qu'on arrête de se mentir. Parce que l'hypocrisie, là, on va mentir. Tout le monde a vu ici. Quand on regarde là, quand tu entends les sons là, tu dis, ouh! Les sons que vous entendez là, souvent là, ce ne sont même pas les personnes là qui font les bruits là. On appelle ça simplement de la simulation. Mais pour Balthazar, là, lui dit, pour moi, c'est un direct. Si vous entendez un son là, c'est que c'est ça. Si vous n'entendez pas de son, c'est que c'est ça aussi. Donc là, c'est du propre. Mais derrière toute cette promesse, il y avait un grand masque pour exploiter les personnes. Le véritable attrait de ces vidéos résidait dans leur potentiel lucratif. Parce qu'en réalité, une fois que ces films ont été tournés, c'est l'argent qui était le nerf. C'est l'argent qui était l'élément central. Balthazar, à la tête de cette entreprise, était un acteur, producteur et réalisateur. Et donc, il était lui-même acteur, ça veut dire il joue ses propres films. Il était producteur, c'est lui qui met tout ce qu'il faut en scène et en même temps, c'est lui qui réalisait. Donc, c'est lui-même qui faisait la réalisation de ces vidéos. Ces vidéos n'étaient pas des créations artistiques, mais des marchandises, des objets de désir exploités par des individus prêts à tout pour l'argent. Et donc, quand ils mettaient tout ça en place, ce n'est pas de l'art qu'ils voulaient faire, mais ils marchandisaient ces femmes-là. Ils marchandaient son corps et ils marchandaient le corps de ces femmes-là. Et donc, lui-même devenait un produit, ainsi que ces femmes-là aussi devenaient des produits, des objets de désir qu'il fallait exploiter. Et en fonction des commentaires que les gens mettaient, ah, par exemple, il faut lui dire d'ouvrir sa jambe. Ah, par exemple, vous allez m'excuser, mais je vais choquer. Par exemple, elle a une belle chatte. Ou bien, par exemple, il faut la pénétrer de telle façon. Tout ça, ça se passait dans ces vidéos-là. En fonction des commentaires, là, il fait les expériences là, sur les femmes. Là. Ou bien, c'est que les clients lui demandent, il essaie ça en direct pour que les clients puissent fantasmer davantage. Son commerce était soutenu par une manipulation habile de la cupidité humaine, offrant des sommes alléchantes pour attirer les femmes et les hommes.
Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est qu'une petite partie des vidéos qui ont été vues. Mais il y a d'autres parties où Balthazar est dans des partouzes avec d'autres hommes et d'autres femmes. Mais comment il faisait pour les avoir? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui peuvent résister à l'argent? Quand Balthazar dit non, elles ont tous été consentantes. Il y a eu des offres de grosses sommes d'argent à ces hommes et à ces femmes pour les attirer dans son business. Parce que n'oubliez pas que Balthazar était à un poste très stratégique où il détenait presque la bourse, l'argent d'un pays qu'on appelle la Guinée équatoriale. Donc il arrivait à attirer ces personnes avec des offres alléchantes en termes d'argent. Et donc, ce que vous avez vu là, vous n'avez rien vu. Il y a des partouzes. Il y a des choses où il avait plusieurs femmes à la fois, seul. Et donc, il y a pire. Mais malheureusement, quand tu dis que tu aimes l'argent, toi tu es femme ou même homme, tu aimes l'argent. L'argent est devenu ton Dieu là. Un jour, ce Dieu-là va te conduire en enfer. Et donc, quand il vient dire que ces femmes étaient consentantes, c'est parce qu'ils ont pu tromper ces personnes à travers la cupidité humaine. Elles se sont laissées manipuler par la cupidité humaine. Quand tu dis tu aimes trop l'argent là, les gens là vont chercher à connaître ton prix. Et quel que soit où tu es là, ils vont toucher ton prix et puis te mettre dans quelque chose. Et puis maintenant, tu ne vas pas comprendre comment ça va finir pour toi. C'est ce qui est arrivé à ces femmes et à ces personnes. Les femmes qui acceptaient de participer à ces vidéos n'étaient pas seulement actrices, mais des pions dans un jeu de profit. Et donc, les femmes qui ont accepté de jouer dans ces vidéos, elles n'étaient pas seulement des actrices, mais elles ont été manipulées et elles ont été attirées de façon très habile à travers la cupidité, l'amour trop excessif de l'argent. Elles ont été attirées et mises dans un système qui est devenu un jeu pour le profit de Balthazar qui réalisait des millions et des millions sur leur dos. Pour 5 à 20 millions par exemple, vous entendez? Il a proposé 5 millions à certaines femmes, il a proposé 20 millions à certaines femmes. Elles se laissaient convaincre, rassurées par le passé financier de Balthazar. En venant du monde de la finance, Balthazar savait comment jouer sur les peurs et les désirs des autres. L'argent effaçait la pudeur, permettant à Balthazar de manipuler ses partenaires avec une promesse de sécurité. Et donc Balthazar appelait des femmes mariées, des femmes que vous ne pouvez pas imaginer, ou bien des hommes même. Il leur dit, bon, toi, bon, je te donne 20 millions, viens, et écoute-moi, c'est un truc, ça se fait chap, c'est personnel, il n'y a personne qui saura. Et puis, basta, tu prends tes 5 millions ou tes 20 millions. En tout cas, les sommes variaient. Le plus petit montant, c'était 5 millions. Et le plus grand, c'était 20 millions. Et donc, il arrivait à convaincre ces personnes-là. Et au nom de l'amour de l'argent, les gens, quand on leur propose des sommes dont ils rêvent, ils oublient leur dignité, ils oublient la peur. Et ils oublient ce qu'on appelle la pudeur, la honte. Et surtout, Balthazar leur disait, ce sont des vidéos qui ne sortiront jamais. Et c'est des choses, c'est ni vu ni connu. Donc, il n'y a pas, il mettait ces personnes en confiance, dans une sécurité, dans une promesse de sécurité pas possible. Balthazar mettait en avant la sécurité, entre guillemets, des images. Une excuse pour convaincre ses partenaires de participer à ce marché de la porno-réalité. Il leur disait, oui, c'est un truc qu'on va faire ensemble, c'est de la porno-réalité, mais les images là, ça ne va jamais sortir. Ces images là, c'est personnel, c'est uniquement pour ceux qui payent pour regarder. Et ça ne sortira pas. Mais comme l'argent, c'est une trop forte somme, une grande somme, les personnes là se laissaient attirer. Pourtant, la réalité était tout autre. Il les assurait que ces vidéos ne reviendraient pas en Afrique, qu'elles seraient protégées. Cependant, au final, cette sécurité, entre guillemets, était une illusion, un moyen pour lui de continuer à faire du profit tout en exploitant la naïveté et la cupidité des autres. Et donc, à la réalité, contrairement à ce que Balthazar promettait, que ces vidéos-là ne seront jamais vues en Afrique, mais il faut être cupide, idiot, pour croire en cela.
Parce que ceux qui regardent les vidéos, ils peuvent les enregistrer directement. Et s'ils sont aux États-Unis, ils peuvent les rebalancer. Mais quand l'amour de l'argent dépasse l'esprit de quelqu'un, tu oublies même toute capacité à réfléchir. Ce que Balthazar disait là, toute personne sait que c'est pas vrai. Exemple, Balthazar tourne son film. On suppose que moi, par exemple, je suis un client de Balthazar. Au moins, ils sont en train de tourner là. Mais moi, je peux enregistrer le film. Quand je finis d'enregistrer là, je sais que c'est en Guinée équatoriale, c'est en Afrique, mais je peux balancer ça à quelqu'un en Afrique. Donc là, il ne pouvait pas avoir de sécurité. En réalité là, ces personnes-là savaient, ces femmes-là savaient que tôt ou tard, un jour, ces vidéos-là allaient sortir. Il ne faut pas qu'on fasse de faux semblants. Ces personnes savaient que tôt ou tard, un jour, ces vidéos-là seraient vues. C'est l'amour de l'argent qui les a attirés. Et c'est ça le prix à payer. Tu voulais raccourci, mais aujourd'hui, là, les conséquences du raccourci, vous les payez aujourd'hui. La preuve, c'est après avoir découvert les montants énormes sur ses comptes et hors de raison que la police économique a cherché à en savoir davantage sur l'origine de sa fortune. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous remarquez, on n'a pas accusé Balthazar de voler l'argent de la Guinée-Bissau. Mais bizarrement, les gens ont constaté que les différents comptes bancaires de Balthazar, là, il y a trop d'entrées d'argent. Et l'argent là vient des pays extérieurs de la Guinée-Bissau. Et puis, ces comptes-là sont bourrés de sommes que vous ne pouvez pas imaginer. Mais les gens se sont demandé, quelqu'un, c'est vrai, il a un poste. On ne l'a pas attrapé parce qu'il a volé l'argent de la Guinée-Bissau. Mais où il enlève l'argent là? Et c'est quand ils ont commencé cette enquête-là, pour savoir où l'argent là quitte. Tu es là, l'argent quitte au New Zealand, l'argent quitte aux États-Unis, l'argent quitte en Australie, l'argent quitte en France, l'argent quitte à Kuala Lumpur, ça quitte où encore? Partout où vous voulez dans le monde. Et on remarque, l'argent ne fait que augmenter, on dirait Gary. Donc, la police économique s'est dit, il faut qu'on surveille ces comptes-là. Et à un moment, les gens lui ont dit, bon frère, on sait, tu n'as pas volé l'argent de la Guinée équatoriale. Ça, on ne peut pas te mentir sur toi. Mais l'argent, là, quand on regarde aujourd'hui les montants, là, où tu as eu ça? C'est là maintenant que Balthazar, lorsqu'on menait des recherches à en savoir davantage sur l'origine de sa fortune, en fouillant ses ordinateurs, on a découvert les films. Par inadvertance ou sciemment, ils se sont retrouvés sur les réseaux. Et c'est lorsque maintenant les gens étaient en train de lui poser des questions à la police économique de la Guinée équatoriale qu'on découvre. Parce que jusque-là, qui a entendu qu'on dit que Balthazar a détourné 5 francs de la Guinée équatoriale? Non. C'est où l'argent là quittait là pour venir en Guinée équatoriale. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on découvre? Lorsqu'ils ont saisi ces ordinateurs, c'est là maintenant qu'on a découvert des films pornographiques. Maintenant, là, les gens sont en train de faire dans l'hypocrisie. Est-ce que c'est par erreur que les films là sont sortis? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. Le vice-président, le fils de Obiang actuellement là, quand on l'a appelé, on l'a informé là, il y a rivalité entre eux là-bas. C'est les membres d'une même famille. Balthazar que vous voyez là, c'est le neveu du président de la Guinée équatoriale. À un moment là, les gens ont vu des ambitions présidentielles en lui. Donc c'est le vice-président, le fils du président là. C'est eux leur groupe là qui ont dit balancer certaines des images là. Faut pas on va mentir aux gens ici pour tourner en rond. Ils ont fait ça dans un objectif politique, mais aussi dans un objectif de choquer aussi la masse. Et donc, c'est eux qui ont dit balancer une partie. Et c'est eux aussi qui ont dit à certains moments réduisez maintenant la capacité de l'Internet pour ne plus que ça sorte. Et c'est là que, quand j'ai fait mes analyses, j'ai compris que c'est eux. Et donc, ils ont abattu un ennemi politique. Mais à travers cela aussi, tous ceux, les vidéos qui sont sorties là, c'est tous ceux qui pouvaient aussi leur créer des problèmes à l'avenir comme aujourd'hui. Ce sont les vidéos de ces personnes avec leurs femmes qu'ils ont mis d'abord. Le monde là, ce n'est pas un endroit pour faire rire les enfants. Le monde est très dangereux. Et donc, il y a une histoire politique derrière l'affaire. Comment casser un homme politique qui devenait influent? Et parce que lui, le fils du président actuel qui est vice-président, si Balthazar accumule assez d'argent, il va pouvoir corrompre beaucoup de personnes. Et il va pouvoir être un jour président. Et donc, quand lui, il a eu une occasion là, il a limé pour
écarter un concurrent et écarter aussi, on vous dit non, on a vu la photo aussi de celui qui est le gardien du palais présidentiel. Mais pourquoi on n'a pas vu pour le planton? Pourquoi on n'a pas vu pour le mécanicien? Parce qu'eux ne sont rien. Tous ceux qui effrayaient le vice-président là, c'est eux les vidéos de leurs femmes qu'on a vues. Et quelques jours après, parce qu'on ne peut pas se tromper. Si on prend les ordinateurs de quelqu'un, quand on fouille là, avant que ces images ne sortent, il a fallu que quelqu'un les regarde et quelqu'un donne l'ordre. Sinon, on peut retracer le IP pour retrouver la personne. Ça, ce n'est pas difficile. Et donc, quelques temps après, quand ils ont dit de limiter le volume Internet pour ne plus que ces vidéos circulent, ça veut dire que la décision est venue de haut. Mais ça, c'est un problème politique entre eux là-bas. Donc, ne soyons pas étonnés ou même jouer les étonnés. On ne sait pas comment les vidéos là sont venues. Les vidéos là, on sait comment elles sont venues. De toutes les façons, ce n'est pas ça. Pour nous ici, nous parlons de ce sujet-là pour dire, surtout à nos mères et à nos frères qui pensent que la vie là, c'est basé sur l'argent. Et que la vie là, que l'argent là, l'argent n'a pas d'odeur là. L'argent a odeur, hein. L'argent a odeur. Il y a des sommes là, une fois que tu finis de prendre là, quand les conséquences vont venir là, ça va sentir sur toi à vie. Et puis ta famille, tes enfants et ta dignité. Imaginez une mère de famille, c'est toi, tes jambes qu'on prend, puis on écarte, et puis on t'utilise comme un objet sexuel. Demain là, tes enfants ne peuvent pas aller en public. Nous faisons beaucoup attention. Le commerce de Balthazar aurait fini par se retourner contre lui. Sa cupidité l'a conduit à des pratiques illégales. Et c'est pour des délits financiers qu'on lui a confisqué ses appareils. Ces appareils contenaient des vidéos qu'il vendait. Et cette confiscation a mis un terme à sa carrière. Son empire s'est effondré sous le poids de ses propres excès. Et donc Balthazar, finalement, a été victime de sa propre cupidité et aussi du mal qu'il faisait. Parce que quand tu comprends les faiblesses des gens et que tu utilises les faiblesses des gens contre eux, il faut savoir que toi-même aussi, ta puissance sera aussi l'objet qui va t'effondrer. Et lorsqu'est venu le jour où il aimait tellement l'argent, mais c'est l'argent même qui a appelé les gens pour dire, le monsieur là, il nous a trop gardé ici. Venez, vous allez nous regarder. C'est l'argent qui parle, quoi. Et on en est beaucoup dans la banque là. Venez, vous allez nous regarder. Maintenant, quand les gens sont venus dire, l'argent, vous êtes. Nous, on est là. L'argent, maintenant, dit, et on est devenu beaucoup de. Partout, on est là, on vient seulement. Maintenant, les gens disent, bon, l'argent. L'argent dit oui. Il dit, bon, on va essayer de comprendre d'où tu viens. L'argent dit, il n'y a pas de problème. Quand on a commencé net, on dit, bon, il faut envoyer ton ordinateur. Quand on ouvre l'ordinateur là, waouh, c'est versé comme ça. Donc, l'argent qu'il voulait pour construire un empire là, c'est l'argent même qui a appelé les gens, la police économique, et puis il s'est effondré. Comme quoi, ce que tu aimes ne te fait pas mal. Et Balthazar doit être très heureux que fin ait été mis à sa carrière parce que c'est l'argent qui l'a conduit sous le poids de ses propres turpitudes. C'est un article qui a été tiré de pouvoirmagazine.com avec pour objectif ici de conscientiser les uns les autres et de comprendre que quand Dieu te donne un pouvoir que tu utilises mal, ça se retourne toujours contre toi. Les plus puissants de notre société, n'abusez pas des plus faibles. N'abusez pas des limites des humains. Et les plus faibles, ne vous donnez pas de la moralité qui puisse être négociable. Comme je n'ai pas d'argent là, c'est pourquoi ça ne tient pas. Bon, aujourd'hui là, il paraît qu'il y a une qui s'est suicidée. Est-ce que l'argent vaut la vie? Et c'est ça aussi la réalité. Est-ce que l'argent vaut la dignité? Demain là, toi tu ne peux plus faire palabre encore. Parce que même si tu veux te battre, on va dire, mais toi ta maman a fait porno, si tu parles, on va montrer ça aux gens. Tu es obligé de te calmer. Ah non, toi tu dis, c'est celui qui garde la présidence, mais toi ta femme là, voilà comment elle est. Vous m'excuserez, mais les gens ont compté ses poils sur internet ici. Avec tes grosses âmes, tu as arrêté, toute ta dignité tombe à l'eau. Ah, toi, c'est pas ton papa, son bangala qui était dans le truc là, dans Patouze là. Tu es là comme ça, tu dis, mon papa m'a tué. Et donc, les actes que vous posez parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez rien là, demain, ça se retourne lourd contre vous, jusqu'à 7 générations, comme nous dit la Bible. Sujet numéro 2. Le ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara, salue la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Dans ce monde, chacun est obligé de choisir les partenaires qu'il veut, et nous autres, Ivoiriens, avons choisi les États-Unis.
Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé sa satisfaction quant à la coopération croissante entre les institutions militaires de la Côte d'Ivoire et les États-Unis lors de la signature de 2 protocoles d'accord le mercredi 13 novembre 2024 à Abidjan. Avant-hier, aujourd'hui c'est le 15, hier c'était le 14, avant-hier c'était mercredi, c'était le 13e jour de novembre en 2024. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministre TBO, et puis les institutions militaires des États-Unis ont signé 2 nouveaux accords. Ces accords incluent un don de 12 véhicules blindés de la part des États-Unis et la mise en place d'un programme de formation préalable au déploiement des militaires ivoiriens dans la zone opérationnelle Nord, afin de renforcer les capacités des forces armées ivoiriennes. Les 2 accords qui ont été signés là, dans les 2 accords, les États-Unis nous ont donné 12 véhicules blindés. Et en plus de cela, vous savez très bien que notre zone Nord est aujourd'hui la cible des djihadistes et de tous ceux, et même de la Russie, pour faciliter la compréhension. Et donc, les États-Unis aident l'armée ivoirienne en lui donnant toutes les formations nécessaires pour pouvoir renforcer les capacités de l'armée dans la zone opérationnelle Nord. On appelle ça zone sans E, Z-O-N. Compte tenu de ces menaces actuelles, ces équipements sont essentiels pour accomplir nos missions de sécurisation et de défense, a déclaré le ministre Ouattara. Le ministre d'État a expliqué que cet accord d'assistance permettra de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la Côte d'Ivoire, notamment celles déployées dans la zone du pays. Quand je parle ici zone, ça veut dire zone opérationnelle nord, ça veut dire frontière nord du pays. Quand le ministre Téné Birahima Ouattara a reçu les 12 véhicules, avec aussi l'accord de formation qui sera donné aux armées ivoiriennes pour pouvoir sécuriser de manière très efficace la zone nord de la Côte d'Ivoire, il dit vraiment que lui, il est très heureux que parce que, compte tenu des menaces actuelles, ce que les États-Unis viennent de nous donner, les 12 véhicules de transport blindés, c'est très important, c'est essentiel pour que nos forces de défense et de sécurité puissent pouvoir faire leur mission. Ce sont des véhicules-là, ça peut passer sur des EGI, engins explosifs improvisés, et puis ça ne va pas exploser. On ne va même pas savoir qu'ils ont passé sur quelque chose. Ce n'est pas simple voiture. Ce que tu vois là, ce n'est pas simple voiture. Le ministre d'État a expliqué que cet accord d'assistance permettra de renforcer les capacités des forces armées de la Côte d'Ivoire, notamment celles déployées dans la zone du pays. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de notre territoire, a-t-il assuré. Le ministre Ouattara a fait remarquer que récemment, les États-Unis ont décidé de repositionner 2 aéronefs de l'aviation médicale qui pourraient sauver la vie de certains soldats en mission, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les bandes criminelles. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, a assuré que les 2 pays ont beaucoup progressé dans leur partenariat qui se traduit par la réalisation d'engagements communs, une réunion bilatérale pour coordonner les défenses qui, selon elle, jouent un rôle clé dans ce partenariat. Quand le ministre a fini de parler, il dit aussi qu'il remercie aussi les Américains qui nous ont donné 2 avions médicaux, 2 aéronefs de l'aviation médicale. Ça veut dire des avions qui ont tout le matériel médical sur une zone de guerre. Il dit aussi que ça aide beaucoup. Et c'est là après maintenant, l'ambassadeur actuel des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire, c'est une femme. Elle s'appelle Jessica Davis-Ba. Elle a pris la parole. Elle dit en tout cas, elle aime beaucoup la coopération. Le travail que la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis font là. Elle dit qu'elle aime ça beaucoup parce que les 2 pays travaillent très bien ensemble. Les 2 pays s'entendent très bien. Ils sont engagés. Ils font toujours des réunions pour essayer de mettre leurs idées ensemble pour pouvoir protéger la Côte d'Ivoire. Et que c'est ça un rôle clé dans un partenariat. Quand on est ensemble dans un partenariat là et qu'on travaille ensemble et qu'on arrive à des résultats, qu'elle est très satisfaite de cela. Notre but est de continuer à synchroniser notre coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration et d'une vision mutuelle, a déclaré Jessica Ba. Elle dit donc, ce qu'eux ils pensent là, c'est qu'il faut qu'on continue
à toujours mettre les actions que les Américains font et puis les actions que les Ivoiriens font là. On n'a qu'à les mettre ensemble et puis maintenant assurer la sécurité entre les deux pays. Ça veut dire, eux vont nous aider à sécuriser notre territoire, la Côte d'Ivoire, mais nous aussi, les informations qu'on a pour qu'eux puissent aussi sécuriser leur pays, on va partager ça avec eux sur les différents niveaux de coopération comme Interpol, comme bien d'autres, comme la CIA et autres. On va partager ça et que vraiment, ils aiment ça beaucoup. Selon elle, ce protocole d'accord s'inscrit dans cette dynamique. Ce protocole d'accord représente la vision de la Côte d'Ivoire ainsi que la nôtre. Et donc la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis voient la même chose et sont sur la même longueur d'onde. On s'entend très bien. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent pour promouvoir la paix et la prospérité partagée, a assuré Mme Ba. Et donc la Côte d'Ivoire et les États-Unis travaillent ensemble pour apporter la paix en Afrique, mais dans le monde, pour que la prospérité et le travail et la paix soient quelque chose qu'on peut partager à tous les êtres humains qui aspirent à cela, ou bien qui veulent cela. La coopération américaine en matière de défense est axée sur 3 lignes d'effort. Et donc les Américains, quand ils ont décidé d'aider la Côte d'Ivoire, c'est sur 3 niveaux qu'ils ont basé leur stratégie. Notamment renforcer les capacités. Et donc, le premier niveau de la défense qu'ils ont apporté en Côte d'Ivoire pour nous aider, le premier niveau, le niveau 1 sur les 3, le niveau 1, c'est renforcer les capacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former plus nos militaires pour qu'ils soient plus aguerris et plus aptes. Comme disait Sun Tzu, une lame qu'on n'aiguise pas finit par être rouillée. Et en plus de cela, il faut toujours avoir les équipements qu'il faut. Quand on analyse le terrain, le champ d'opération, il faut avoir l'équipement qu'il faut. Et donc là, quand on parle de renforcement des capacités, c'est d'abord la formation des hommes et le matériel qu'on leur donne pour pouvoir répondre efficacement aux besoins. Le deuxième niveau, c'est le renforcement des institutions. Ça veut dire quoi? L'armée même là, c'est comme un pays. Et donc l'ordre, le professionnalisme sont très importants. Aujourd'hui là, est-ce que l'armée de la Côte d'Ivoire ne fait pas rêver? C'est devenu une armée républicaine professionnelle parce que les institutions au sein même de l'armée fonctionnent avec des gens qui ont été bien formés et des gens qui ont un objectif clair et des gens qui ont une bonne compréhension des données. Et le troisième niveau de coopération, c'est développer un partenariat durable. Et ici, développer un partenariat durable, ça va dans l'aspect politique, mais ça va aussi dans l'aspect informationnel. Politique, parce que nous n'avons pas honte d'être du côté du monde libre et donc de travailler avec des armées sérieuses, des armées qui s'assument, des armées qui ne sont pas des armées mercenaires, comme ce que nous voyons dans d'autres pays. Et en plus de cela, nous n'avons pas de complexe à partager les informations avec les pays respectables et sérieux pour participer à la protection de la paix dans le monde, ce qui pourrait permettre aux citoyens du monde d'être libres et de pouvoir vaquer à leurs occupations. Et donc voilà ce qui s'est passé. Et c'est l'AIP, Association Ivoirienne de la Presse, qui nous a apporté l'information. Sujet numéro 3. Dossier exclusif. Côte d'Ivoire, Burkina. Chaque jour quand on se lève, il y a eu coup d'État, il y avait 5 milliards dans Ouattara, mais depuis quand vous avez vu les hommes, on dit il y a 5 milliards et puis personne n'a voulu 5 milliards. C'est faux. Même 100 000 francs au Burkina. Il y a des Burkinabés qui ont dit eux-mêmes, ils sont prêts à faire coup d'État pour qu'on parle on dise leur nom à la radio nationale et puis après on n'a qu'à les tuer après ça. Donc là, Ibrahim Kaka n'est pas obligé. Ça fait maintenant le 30e coup d'État contre lui. Mais, chose bizarre, chaque fois que Ibrahim Kaka parle de coup d'État, c'est que il vient de faire une tentative de coup d'État contre la Côte d'Ivoire et ça a échoué. Comme par exemple dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, dès que leur tentative a échoué de faire infiltrer des djihadistes pour déclencher leurs actions, le lendemain, en même temps, on découvre 5 milliards dans un Ouattara. On dit on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire coup d'État. On a attrapé c'est une seule personne on a attrapé. Depuis quand vous avez vu une seule personne se promener dans Ouattara avec l'argent, 5 milliards pour dire je vais faire coup d'État. Et donc, on a été tellement habitués au jeu. Mais, à un certain moment, il est important qu'on s'arrête pour dire aussi certaines vérités aux gens. Et donc, celui qui a fait ses recherches et ses analyses,
Il s'appelle docteur Jean-Baptiste Zongo. Il n'a fait que remettre les faits ensemble pour que les gens comprennent un peu la mentalité sale des autorités actuelles du Burkina. Il est impérieux de dénoncer les manœuvres troubles et inacceptables qui se trament aux frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. De lever le voile sur les stratégies insidieuses orchestrées par les autorités burkinabées. Le monsieur nous dit que c'est très important qu'on puisse à un certain moment, après toutes les fanfaronnades d'Ibrahim Kaka, qu'on puisse dire la vérité aux gens. Qu'on puisse dire la vérité sur ce qui se passe entre la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ce n'était pas par erreur que des militaires burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire par l'Alé-Rabat en disant qu'ils étaient perdus. Ils n'étaient pas perdus. Parce que quelqu'un qui est perdu ne vient pas avec une équipe de la RTB, Radio-Télévision Burkinabé, pour filmer des zones stratégiques. C'était une stratégie pour venir filmer la zone, pour pouvoir trouver un point où percer la défense ivoirienne. Ils ont été arrêtés, souvenez-vous de cela. En réalité, l'objectif des autorités du Burkina aujourd'hui, du Mali et du Niger, c'est comment chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ils veulent le faire à travers le plus bête qui s'appelle Ibrahim Kaka. Depuis août 2024, l'arrestation de plusieurs fixeurs. Les fixeurs sont des agents clandestins de renseignement burkinabé en territoire ivoirien, est le fruit d'une traque implacable menée par les services de renseignement ivoiriens depuis janvier 2024. En janvier 2024, les autorités ivoiriennes sont informées à travers les services de renseignement. En janvier 2024, il y a eu quoi? Il y a eu la CAN. Il y a beaucoup des agents de renseignement du Burkina qui se sont infiltrés en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit merci aux EPV qui ont donné les informations aussi. Et donc, quand ils se sont infiltrés en Côte d'Ivoire, ils se faisaient appeler les fixeurs. Ça veut dire quoi? Les agents de renseignement du Burkina Faso qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont rentrés clandestinement. Et donc, après la CAN, il y a beaucoup qui ont été arrêtés à Bouaké. Mais après la CAN, les autorités ivoiriennes n'ont pas cessé de les traquer. C'est dans leur traque qu'au mois de mars, ils vont encore essayer une tentative. Mais cette tentative, elle avait été préparée depuis le Mali. Et ils vont dire que non, eux voulaient venir payer cigarettes en Côte d'Ivoire. Ils avaient un détachement de plus de 30 véhicules surarmés. Et ils étaient venus pour massacrer la population. Et puis piller les biens des populations et puis rentrer. C'était dans une stratégie de harcèlement des positions militaires de la Côte d'Ivoire. Mais les autorités ivoiriennes vont les neutraliser dans leur jeu. Vont les battre dans leur jeu d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Et actuellement, on a des cadavres russes dans nos morgues. Ça, je le dis. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Et je maintiens ce que j'ai dit. Donc, cette traque-là va toujours continuer encore. Mais on remarque une chose du côté des Ivoiriens, c'est qu'eux ne font pas beaucoup de bruit. Ils se taisent, ils travaillent petit à petit. Et tout dernièrement, en août, on a arrêté plusieurs personnes. On a arrêté plus de 56 personnes. Et là encore, on retrouve plusieurs fixeurs. Je vous ai dit, un fixeur, c'est un agent de renseignement du Burkina qui est rentré sur le territoire ivoirien et qui donne des informations aux autorités du Burkina comment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et en août, quand je suis sorti, j'ai dit aux ferrailleurs, faites attention. On sait ce que vous êtes en train de faire à partir d'Abobo. Et on sait ce que vous êtes en train de faire à partir de Bouaké. N'essayez pas de rentrer dans ce jeu-là. Vous pensez qu'on s'amusait. On a attrapé 56 parmi vous. On a retrouvé des agents de renseignement du Burkina qui étaient illégalement sur le sol ivoirien. Et leur nom-code, ce sont les fixeurs. Quand ils ont été pris, cette prise a permis de mettre en lumière les préparatifs d'une gravité rare
impliquant des tentatives de déstabilisation qui ne peuvent être tolérées. Et donc, quand on a remis un peu de frites avec des cuisses de poulet et du café au fixeur, je pense maintenant qu'on se comprend, hein, vous et moi, quand on parle, on se comprend. Vous savez que quand l'éclaireur veut boire du café, c'est du café. Donc, quand on parle de cuisses de poulet, vous comprenez. Quand on parle de fixeur, vous comprenez. Et donc, quand on a remis du café, des frites et des cuisses de poulet aux fixeurs qui ont été arrêtés, ils ont parlé. Et ils disent, ah, voilà réellement ce qu'on était rentré pour faire. Et ce qu'ils disent là, vrai là, ça fait froid dans le dos. Ce n'était pas simplement une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais c'était même une tentative même de razzia et de pillage. C'est-à-dire non seulement on venait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais si on venait aussi, on allait piller aussi les différentes zones là pour prendre tout ce qui est richesse. Genre, la Côte d'Ivoire va être un peu comme la RDC. Et on va profiter aussi pour tuer le maximum de personnes civiles. Comme ça, pour indigner l'opinion internationale. Et tout ça, c'était en complicité avec Sorogium et les opposants de la Côte d'Ivoire que vous voyez. Le serpent dont il parlait là, ce sont les agents infiltrés. Et quand il a dit, moi je ne vais pas mettre le serpent dans mon pantalon, ça veut dire, moi je ne vais pas me mettre dedans pour qu'on me découvre. Parce que quand je suis parti à Paris là, Ouattara a passé là-bas et il a montré tous les dossiers. Et donc les gens à Paris m'ont dit, si tu ne veux plus qu'on t'interdise de venir à Paris, toi qui tiens tant à la nationalité française, si tu ne veux pas, en tout cas je vais tout dire, hein, si tu ne veux pas aujourd'hui qu'on t'interdise le territoire français, il faut faire un choix. Tu continues avec cette pratique-là et tu assumes les conséquences, ou bien tu te mets à côté. Et c'est là que l'individu, une fois revenu de Paris, soit disant qu'il était parti participer au JO, est venu dire que lui ne veut plus être, il ne veut plus prendre le serpent pour mettre dans sa poche. Parce que ces fixeurs-là travaillent avec les opposants ivoiriens. Les informations disponibles décrivent un scénario troublant. En effet, le capitaine Ibrahim Kaka et ses alliés ont pris la décision irréversible de s'engager dans des actions perturbatrices ciblant les régions frontalières de la Côte d'Ivoire. Et donc, depuis après Cannes, la première tentative qu'ils ont essayé en mars, le 27 mars, ils ont fait des réunions, ils disent qu'il faut qu'ils multiplient les tentatives pour perturber le champ sécuritaire qui est au nord de la Côte d'Ivoire. De suite, on vient de vous lire un article où les Américains disent la zone, la ZON, la zone opérationnelle nord. Tout le monde sait. Et donc là, ils disent ce n'était qu'un essai. Quand ils ont pris leur décision, ils disent qu'ils vont essayer de percer cette zone-là. Et donc, ils ont fait la réunion dans les bureaux de l'Agence nationale de renseignement du Burkina Faso. C'est comme leur DST. C'est là-bas qu'ils ont fait la réunion. Et après, maintenant, ils ont lancé un premier convoi pour venir essayer. Mais ça s'est très mal passé pour eux. Et donc, si cette première action avait marché, presque chaque jour, vous allez entendre qu'il y avait des attaques dans la frontière nord. Vous allez entendre qu'il y avait des attaques dans la frontière nord. Et comme ça, là, ça va harceler les autorités politiques et militaires de la Côte d'Ivoire. Et entre-temps, les opposants vont profiter pour semer le chaos au sud. Et la Côte d'Ivoire s'en serait finie. La coordination de cette opération était supervisée au plus haut niveau par le directeur de l'Agence nationale de renseignement. Ce dernier a mobilisé les acteurs divers. Et donc, ce dernier qui s'appelle, je crois, Zabré, c'est à lui qu'ils ont confié la tâche. Et donc, lui, il a décidé des hommes et des opérations avec toute la stratégie. Et la réunion a été faite dans le bureau de l'agence de renseignement du Burkina Faso. Ces actions, aussi cyniques que calculées, visaient directement la sécurité, l'économie et la paix des populations locales. Mais c'était quoi l'objectif? L'objectif d'attaquer les frontières nord avec aujourd'hui toutes les ressources que les populations ont. Quand on attaque les populations, on pille les villages, on prend tous leurs biens. On massacre les populations. Et on crée la panique. Et puis après, on se retire. Les agressions envisagées vont des attaques armées
dans les localités ivoiriennes proches de la frontière nord, à des raids contre des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, dans le but avoué de déstabiliser ces zones. Ces manœuvres abjectes, appuyées par des actions de pillage et des tentatives d'exacerber les tensions communautaires, ne sont rien de moins qu'une déclaration de guerre insidieuse contre la Côte d'Ivoire et un front envers les populations qui aspirent à vivre en paix. Et ils ont dit, lorsqu'on va attaquer ces zones-là, dès qu'on attaque une zone, l'un des objectifs, on ramasse tout ce qui est bien dans ces zones pour les ramener au Burkina Faso. Et deuxième chose, il faut qu'on tue le maximum de personnes dans le Nord. Quand c'est comme ça, c'est Soro Guillaume qui dit être enfant du Nord. À cette réunion-là, Soro Guillaume était là-bas. Et donc, on va massacrer les populations du Nord. Comme ça, il y aura un message qu'on va dire, ah, quand Gbagbo était là, en tout cas, les enfants du Nord se sont levés, qui n'avaient pas Kananté. Mais toi, Ouattara, tu es là aujourd'hui. Les enfants du Nord même là, ils ont Kananté, mais ils meurent. Donc, qu'est-ce qui est mieux entre Kananté et puis la vie? Ils avaient préparé tout ça. Ah, Gbagbo au moins là, lui ne vous tuait pas, hein. Il n'y avait pas de guerre au Nord. Mais aujourd'hui, là, regardez. Alors que c'est le même Soro Guillaume, à travers les officines de manipulation, qui étaient derrière ces manœuvres-là. Maintenant, comme il n'a pas d'argent à donner à ces Burkinabés-là, ils disent, vous vous payez sur le terrain. Quand vous finissez de massacrer les populations de ces zones-là, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et en même temps, on va accuser des communautés. Et donc, on va créer dans le même temps un conflit communautaire entre les populations pour encore aggraver la situation. Mais, pourquoi s'en prendre à la Côte d'Ivoire de cette manière? Quels sont les véritables objectifs de ces actions? Au-delà de toute rivalité politique ou stratégique, ce plan odieux menace de plonger la sous-région dans une crise aux conséquences incalculables. Et c'est justement, un homme intelligent doit se demander, mais pourquoi le Burkina, le Mali et le Niger veulent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir si la sous-région est déstabilisée? La réponse, elle est simple. On a toujours eu à le dire. Eux, ils ont détruit leur pays. Aujourd'hui, ils sont piégés. Et donc, il faut que toute la sous-région, tout le monde soit la même chose. Il faut que nous tous on patine. Voilà l'objectif qui est dans leur cœur. Créer une déstabilisation sous-régionale aux conséquences incalculables. Pour que toute la sous-région n'a qu'à devenir un enfer pour tout le monde. Là, quand c'est comme ça, on devient même chose. Et si vous vous souvenez très bien, on a notre père Zana Bamba, qui est venu un jour, il a parlé. Et quand il parlait, je lui ai dit, il ne faut pas tout dire. Il dit, il y a eu une réunion à Sikasso. Est-ce qu'il y a des élèves de la classe qui se souviennent de cette parole-là? Parce que les gens oublient beaucoup. Mais s'il y a des gens qui s'en souviennent, et le père Zana Bamba lui-même, je le prends à témoin contre lui-même, ou même en sa faveur, est-ce qu'il se souvient du jour où il est venu nous parler de ce qui s'est tramé à Sikasso? Peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent. Mais, avant que ces attaques n'aient eu lieu, les attaques du 27 mars 2024 n'aient eu lieu, il y a eu une réunion à Sikasso. Sikasso, c'est au Mali. La rencontre a eu lieu entre les instigateurs de ce projet, montre la volonté de ces artisans de fédérer les efforts pour semer le chaos dans une démarche aussi machiavélique que dangereuse. Dieu merci, il y a quelques élèves qui s'en souviennent. Et donc, quand ils ont fait cette réunion, c'est à partir du Mali qu'ils ont lancé ces convois qui étaient multiformes. Il y avait des soldats de l'armée malienne, il y avait des soldats de l'armée burkinabé, il y avait des soldats russes dedans. Et on nous a même signalé que Soro Guillaume est venu à 7 km de la frontière. Mais tout ça c'était fait pour essayer de créer le chaos, pour essayer de blesser injustement les populations de la Côte d'Ivoire, pour faire saigner une partie de notre pays. Les nouvelles révélations continuent de jeter une lumière crue sur les plans de déstabilisation orchestrés depuis le Burkina Faso. Alors que les autorités ivoiriennes
intensifient leurs enquêtes, des nouvelles preuves confirment que la marche du 13 septembre 2024 n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Mais quand ils ont échoué dans toutes ces manœuvres qu'on vient de vous dire, ils n'ont pas lâché prise. Le 10 octobre, pour être plus précis, il y a eu d'autres réunions. Et on nous a aussi informé de cela. Mais bien avant ça, en septembre, est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y aurait une marche contre la vie chère le 13 septembre 2024? Bien avant la réunion du 10 octobre, où Sorogium a encore participé, la réunion du 10 octobre, là, ça c'était l'attaque que vous avez vue qui a échoué dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024. Là. Ça, c'était les préparatifs. Mais avant ça, la marche du 13 septembre des opposants, là, ce n'était pas une simple marche. C'était un plan bien orchestré pour essayer. Ce n'était qu'une petite pièce d'un programme plus grand qui avait été mis en place. Et les autorités ivoiriennes, quand elles ont intensifié les enquêtes, elles ont découvert les personnes qui étaient derrière. En réalité, la marche n'était qu'un très petit élément. La marche n'était qu'une goutte d'eau dans un grand schéma. Parce que des acteurs infiltrés dans les réseaux sociaux et des médias locaux burkinabés ont méthodiquement préparé le terrain en attisant les tensions. Utilisant des plateformes de propagande basées à Ouagadougou, ces réseaux diffusaient des messages incendiaires, appelant à la mobilisation tout en dissimulant les intentions bien plus sombres. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que certains individus ont été payés et manipulés pour dire non, le 13 janvier, on sort simplement pour marcher, il y avait des chaînes de télévision, il y avait des chaînes de réseaux sociaux et des gens qui avaient été infiltrés qui donnaient un autre message pour dire que ça sera le jour de la fin du régime à Abidjan parce qu'ils avaient déjà préparé tout un système. Donc, tandis que ceux qui devraient être à Abidjan, eux, ils allaient cacher leurs intentions pour dire non, nous on marche seulement pour parler de vie chère. Les services de renseignement ivoiriens avaient déjà identifié plusieurs individus clés qui avaient été préparés pour planifier des agressions. Et parmi les personnes qui avaient été identifiées, les services de renseignement ivoiriens ont identifié des membres influents des groupes radicaux opérant à la frontière burkinabé, connus pour leur expertise en guérilla urbaine et leur capacité à manipuler les foules. Il y avait déjà ces éléments-là qui étaient dans Abidjan, qui étaient prêts. Dès qu'il y avait marche là, eux, ils allaient sortir. Eux, ils s'étaient fait appeler les hommes de l'ombre. Eux, ils allaient sortir au moment où les gens sont en train de marcher là. Ce sont des gens qui sont des spécialistes de l'armée burkinabé en guérilla urbaine, mais aussi les Russes leur ont enseigné quelques techniques de manipuler les foules. Et donc, pendant que si la marche du 13 avait eu lieu là, les idiots qu'ils ont pris pour dire, eux, ils cherchent pour marcher pour la vie chère là, vous allez entendre que dans tel quartier, il y a des véhicules qui sont en train de brûler, il y a des bus qui sont en train de brûler, ils ont tiré sur des gens ici, et vous n'allez rien comprendre dedans. On va se dire, mais finalement, c'est qui fait ça? Ça va créer la panique. Et donc, tout cela était en action. Ces hommes de l'ombre, dont certains sont des agents clandestins du renseignement burkinabé, ont été chargés d'organiser des attaques surprises contre les forces de l'ordre ivoiriennes et de mener des opérations de sabotage à Abidjan et dans d'autres grandes villes du pays. Ce sont des agents de renseignement du Burkina Faso, ce sont des fixeurs, ce sont des individus qui ont été formés et préparés à cela. Dans la marche du 13 septembre, là, eux, ils devraient créer des attaques, tirer sur des populations dans le tas, à Abidjan là-bas. Chers parents, quand on parle souvent, on ne peut pas tout dire. Ça là, si on vous disait ça ce jour-là, tout le monde allait avoir peur. Mais maintenant, on peut parler de ça. Donc là, ils avaient toute la logistique. Parce que quand ils ont été pris là, quand ils ont été pris à la mi-août, c'est là qu'ils ont dévoilé tout ça. Ils disent qu'eux-mêmes, ils ont montré les armes, ils devaient prendre pour tirer sur les gens dans le tas.
Ah, on te dit, ah, pourquoi ça tire sur les gens là-bas? À Bobo même, on dit non, on ne sait pas d'où les balles quittent. On dit à Cocody, les bus brûlent et ça tire partout. Panique partout. Voilà ce qu'ils avaient préparé. Et ce n'était pas seulement Abidjan. Tu allais entendre aussi Bouaké. En tout cas, ce que tu connais, c'est ce que tu dis. Ils étaient aussi postés à Bouaké aussi. Maintenant, ce que je ne connais pas là, je ne vais pas dire. Vous vous souvenez de la propagande disant que toutes les villes du nord ivoiriennes allant jusqu'à la ville de Bouaké faisaient partie du Burkina Faso? Qui se souvient, un moment sur Internet, les Burkinabés se sont levés et disent que jusqu'à Bouaké, là, que toutes les parties là, que c'est pour le Burkina Faso. Qui se souvient qu'à un moment, le bruit sortait partout, que tout le nord jusqu'à Bouaké, là, ça appartient au Burkina Faso? Effectivement, quand la situation allait se mélanger, il y a des gens aussi qui allaient sortir à la frontière nord pour dire, nous sommes des simples citoyens burkinabés, nous allons récupérer nos territoires. Et comme ça, là, ils vont harceler le pays maintenant. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était fait gratuitement. Le plan initial prévoyait de transformer la marche du 13 septembre 2024, présentée comme une manifestation contre la vie chère, en un chaos orchestré en infiltrant des éléments violents au sein de la foule. Et même ceux-mêmes qui allaient sortir pour marcher là, ce qu'ils ne savaient pas, et je l'avais dit ici, il y avait des gens, des agents de renseignement burkinabés qui avaient été infiltrés parmi eux. Malheureusement, ces personnes-là qui sont sorties, qui sont aujourd'hui en vie grâce au président Ouattara, il y a beaucoup parmi eux qui seraient morts. Parce qu'il y avait des agents de renseignement burkinabés qu'on appelait des fixeurs. Eux devraient abattre les personnes qui étaient dans la marche. Là, quand c'est comme ça, on va dire, regardez, pour une simple marche contre la vie chère, Ouattara et ses partisans ont tué les manifestants. Et une fois que ce chaos-là est orchestré, l'opposition aussi rentre maintenant dans le jeu. Et l'opposition maintenant dit à tous ces militants, descendez partout où vous êtes pour créer un soulèvement populaire. Parce qu'on ne peut pas accepter que pour une simple question de vie chère, on puisse tuer les gens, on puisse tirer sur les gens dans le tas. Partout dans la Côte d'Ivoire, c'est devenu le chaos. Voilà ce qu'ils voulaient atteindre le 13 septembre 2023. Selon des sources fiables, des groupes armés étaient prêts à déclencher des incendies, en ciblant notamment les bus de transport en public, afin de provoquer un maximum de panique et de désorganisation. L'idée était de créer une situation de crise que les services de sécurité ivoiriens ne pouvaient pas contenir, avec des retombées qui auraient mis mal l'image du régime en place. Et donc c'était très simple. Et ça c'était en collaboration, surtout avec le PPACI. Mais le PDCI était dedans, ainsi que Soro Guillaume, qui a participé à tout cela. Maintenant, si vous dites que c'est faux ce qu'on est en train de dire là, on a des agents de renseignement du Burkina qu'on a attrapés, ils sont là. C'est parce que les autorités de la Côte d'Ivoire sont gentilles. Sinon là, si moi j'ai leur photo avec leur nom, je vais balancer. Je n'ai pas encore eu, mais le jour que moi je gagne ça là, je vais balancer. Un plan rapidement déjoué par des arrestations effectuées. Mais Dieu merci, à partir de la mi-août, ce jour-là, vous avez remarqué que j'ai été très dur avec les idiots qui sont sortis, qu'ils vont sortir pour aller marcher, parce qu'ils ont utilisé certains pour dire non, comme ils ont cassé vos coins là, Anadol a sorti. Et je vous ai dit, si vous sortez là, on va vous abattre. Mais ce n'était pas vous. C'était ceux qui étaient derrière. C'est Dieu qu'on parlait. Parce que vous étiez, et je l'ai dit ce jour-là, vous allez rentrer dans un jeu que vous ne savez pas. Vous allez rentrer dans quelque chose que vous ne savez pas. Et vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Et donc, quand on va les arrêter à la mi-août, tout leur plan tombe à l'eau. Parce que ce sont les fixeurs qui nous ont donné tous les renseignements de ce que vous allez faire le 13 septembre 2024. Mais c'est le premier volet du plan que je viens de vous dire. Il y a encore le deuxième niveau. Si le plan du 13 septembre marchait et qu'ils arrivaient, même si l'État de la Côte d'Ivoire arrivait à maintenir la situation après, l'image des autorités aurait été salie et passait maintenant à la deuxième étape.
Dans le second volet des plans subversifs, les écoutes téléphoniques réalisées par les services secrets ivoiriens ont dévoilé un plan d'une gravité alarmante qui était prévu dans le mois d'octobre et novembre 2024. L'article ne donne pas les dates, c'est moi je donne les dates. La réunion que les services de renseignement ivoiriens ont écoutée, ça date du 10 octobre 2024. Je dis bien, la réunion a eu lieu au Burkina Faso le 10 octobre 2024. Et de quoi est-ce que cette réunion-là parlait? Vous avez vu quand ils ont attrapé les trucs là, j'ai dit non, ne parlez pas. Quand l'affaire des Libanais a commencé, j'ai dit quoi? Laissez les gens parler. Parce que ceux qui parlaient là donnaient des renseignements. Ceux qui parlaient là, s'ils n'avaient pas parlé, on n'aurait pas eu certains renseignements. Mais les services secrets ivoiriens avaient déjà capté ce qu'ils ont dit à la réunion du 10 octobre 2024. Et donc, pour essayer de distraire la masse, ils ont commencé avec le problème des Libanais. Ils ont commencé à attiser la haine parce qu'ils avaient prévu un plan disséminé d'attaques djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé à faire rentrer les armes petit à petit. Et comment ces armes-là rentraient? Ils faisaient rentrer ces armes-là sur des motos avec des petits groupes de 2 à 3 personnes. Et ils ont fait rentrer les armes-là petit à petit. Et les autorités ivoiriennes étaient là, les pistaient, continuaient à les surveiller. Et c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024 que les autorités ivoiriennes vont se dire ça suffit maintenant. On a vu jusqu'où vous voulez aller. On va mettre fin à ça. Et ce que les gens vous ont montré là, en réalité, c'est pour ne pas paniquer les gens. Sinon, c'est plus que ça. Ce qu'ils vous ont montré là. Non. On ne peut qu'être étonné de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais nous sommes la première puissance armée francophone de la CEDEAO. Nous sommes la deuxième armée de la CEDEAO. Vous pensez en réalité que les images qu'on vous a montrées là, c'est ça qui impressionne la deuxième armée de la CEDEAO? Mais réfléchissons un peu quand même. On a voulu simplement montrer une situation aux gens. Parce que si on en parlait, les gens là, vous mentez, là, on n'a rien vu. Ils vous ont montré quelques éléments. Sinon, on a pris aussi des clés USB avec eux qui donnent des renseignements. IB Cacao, tu es dans le pain. Tu es mal dans le pain. Toi avec tes SB, vous êtes mal dans le pain. Les clés USB là, ont beaucoup parlé. Ça là aussi, il faut qu'on te dise ça. Et ces attaques-là étaient prévues entre octobre et novembre. Et c'est un dénouement de ces attaques-là que vous avez vu le 9 au 10 octobre 2024, exactement à 23 h. Les conversations interceptées font état de la préparation d'une série d'attaques ciblées contre la communauté libanaise et des commerces détenus par des ressortissants burkinabés. Tout ceci orchestré par des agents burkinabés et civils burkinabés qui devraient s'infiltrer en territoire ivoirien. Et la campagne qu'ils ont eu à mener contre les Libanais, ils savent que ils savaient que les Ivoiriens ne vont pas sortir pour aller attaquer les Libanais. Mais ils avaient prévu des fixeurs qui sont des agents de renseignement et qui sont préparés aux techniques de guérilla urbaine. Ils allaient s'attaquer aux Libanais, tuer des Libanais, violenter des Libanais, mais il y avait aussi des civils burkinabés. Est-ce que dans le même temps, vous n'aviez pas entendu qu'il fallait faire une levée de fonds? Est-ce que vous n'avez pas entendu Éclaireur dire ici que cette levée de fonds, c'était pour payer des gens qui étaient en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous me suivez correctement? Quand on a dit à un moment qu'il y avait des levées de fonds, est-ce que Éclaireur n'est pas sorti pour vous dire qu'en réalité, l'argent n'allait pas sortir en dehors de la Côte d'Ivoire, c'était pour payer certaines personnes? J'ai bien dit que c'était pour nourrir, payer certaines personnes. Mais c'était les fixeurs. Ça veut dire que nous savions que vous étiez là. On savait que vous étiez là. On sait que vous devez manger.
on connaissait vos hôtels, on sait où vous vous déplacez, mais vous ne pouvez pas faire ça sans argent. Donc la quête qui devait être réalisée à l'ambassade du Burkina, c'était pour pouvoir satisfaire vos besoins sur le terrain. Si vous étiez intelligent, vous allez savoir qu'on savait que vous étiez là. Et donc ceux-là, avec des civils burkinabés, ils allaient les payer pour s'attaquer à d'autres Burkinabés en Côte d'Ivoire et aux Libanais. Parce que s'ils arrivaient à s'attaquer aux Libanais, il y a des Burkinabés, comme ils se connaissent entre eux, ils vont aller attaquer d'autres Burkinabés. Comme ça, on va dire, vous voyez combien de fois la Côte d'Ivoire est devenue haineuse. Et c'est une attaque ciblée contre les Burkinabés et contre les Libanais. Vraiment, on n'en peut plus. Et qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura un objectif double. Ça va s'aimer la division en Côte d'Ivoire et ça va faire porter la responsabilité de ces agressions au gouvernement ivoirien. Et comme ça, ça va provoquer une crise politique et sociale de grande ampleur. Voilà ce qu'ils recherchaient. Et vous savez, nous, on ne fait rien pour rien. Quand on allait dans leur ambassade là, on ne vous dit pas tout. On vous a dit simplement qu'on allait déposer papier. C'est ce qu'on pouvait vous dire. Demandez à ceux qui sont allés déposer, est-ce que depuis après, est-ce que les fanfaronnades d'Ibé n'ont pas diminué un peu? Parce que ce qu'on a dit là-bas, là, ils savent ce qu'on s'est dit là-bas. Et c'est pourquoi moi, ça me fait un peu mal quand des gens pensent que nous, on est là pour simplement être des cyber-gueulards. Il faut des hommes comme nous pour dire la vérité. Mais depuis qu'on est passé dans leur ambassade ici à Washington et puis à Abidjan là-bas, là, est-ce que leur fanfaronnade, là, les déclarations publiques, là, ça n'a pas cessé? Est-ce que ça n'a pas cessé ou même ça n'a pas diminué? C'est à vous-même de voir et de juger. Mais toujours est-il que lorsque les services de renseignement ont mis la main sur ces écoutes, l'analyse des communications révèle des discussions explicites entre les commanditaires et des hommes de main, évoquant la nécessité de frapper des cibles précises pour exacerber la haine et réveiller les vieilles rancœurs ethniques. Et donc, ils disent qu'il faut tout faire aujourd'hui pour exacerber les tensions. Et même lorsqu'ils disaient « les gens du Nord ne sont pas ivoiriens », c'est comme ça. Tout ça, c'est fait pour exacerber les tensions, créer les vieilles rancœurs, diviser la population à travers la haine, et puis maintenant opposer la population. Les stratèges de cette opération semblaient espérer une réaction en chaîne entraînant des représailles communautaires qui auraient fragilisé le tissu social ivoirien. Et donc, si leur plan marchait, ça allait être ce qu'on appelle la réaction de chaîne. Ça veut dire, ça allait être comme un château de cartes. Tout allait se renverser progressivement. On aurait vu un chaos politique, on aurait vu des forces de défense complètement dépassées par les événements, on aurait vu certaines populations qui se seraient levées pour pouvoir se venger. Et cher Gore, quand on vous dit qu'aujourd'hui, là, vous êtes dans quelque chose là, si vous vous amusez là, c'est mauvais pour vous là. Voilà, on est en train de vous dire. Parce que si on vous attrape cette fois-ci là, vous n'allez pas sortir vivant. La haine et la rancœur qui est là aujourd'hui, à cause de vos mauvaises actions là, même les ennemis le savent. Hein? Et donc si vous tombez dans ce jeu qu'on vous prend là, ça va être très grave pour vous. Face à cette situation explosive, une fois le dossier bouclé et déposé sur la table, le gouvernement ivoirien a décidé de réagir avec fermeté. Donc tout ce que je viens de vous dire, lorsque le gouvernement ivoirien a eu tous les tenants et les aboutissants, a eu tous les détails du dossier en main, c'est là que les choses deviennent intéressantes maintenant. Le gouvernement ivoirien a décidé de réagir. Et comment ils vont réagir? Ils ont appelé le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso. Ils l'ont convoqué. Les autorités ivoiriennes ont convoqué. Ce dernier-là s'appelle Milogo. Ils l'ont convoqué. On dit, viens. Quand il est venu là, on dit, bon, voilà les faits. En outre, là, voilà les fixeurs qu'on a attrapés.
Les agents de renseignement du Burkina qui étaient venus, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà les vidéos, quand on les a interrogés, voilà ça. On lui a permis de regarder tout ça. Un à un. Et même, ils ont tout dit. En vidéo. Voilà ce qu'on devrait faire. Qui nous a envoyé? Pourquoi on est là? Voilà, ils ont tout dit. Et donc, ils lui ont dit, une série d'arrestations a eu lieu les jours qui ont suivi la marche du 13, empêchant de justesse la réalisation de certains de ces actes les plus violents prévus. Parce qu'on avait déjà arrêté les hommes les plus violents. Et c'est ce qui a permis qu'avant le 13, on puisse savoir ce qu'ils avaient planifié. Et donc voilà toute la vidéo, on te laisse regarder. Ça, si ce que je dis est faux, les autorités ivoiriennes peuvent mettre mon nom à l'aéroport. Est-ce que vous n'avez pas invité M. Milogo, le chargé des affaires de l'ambassade du Burkina, pour lui montrer les preuves Fafa? Si ce n'est pas vrai ce que je dis là, mettez mon nom à l'aéroport. Là, comme ça, là. Et puis mettez sur Internet pour m'avertir. Là, comme ça, le jour que je vais venir là, moi-même, je vais payer mes notes, tout, pour mettre dans mes pieds et puis mes bras pour dire que je suis arrivé. Mais les autorités ivoiriennes les ont mis devant les faits qu'ils ne pouvaient pas nier. Et on a même arrêté quelqu'un qui est un proche d'Ibé. C'est ce qui m'a étonné, M. Milogo. Ce dernier s'appelle Abbas Sorné. Abbas, A-B-A-S-S, et puis maintenant Sorné, S-O-R-N-E. Ça, c'est un gars sûr, même d'Ibé, même son... Je sais pas comment... C'est-à-dire que son gars sûr. C'est le gars sûr d'Ibé parce que c'est l'homme de main de Yabré. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un Yabré. Yabré, là, c'est lui qui est le chef des services de renseignement du Burkina. Donc là, quand on a dit, on a même attrapé Abbas Sorné, Milogo dit quoi? On dit, ah oui, on a attrapé. Et voilà, il est là. Voilà la vidéo, on l'a. Ils ont compris que leur plan a pris un coup fatal. Parce que ça les relie directement à l'Agence nationale du Burkina de renseignement et à Ibrahim Kaka. Donc, quand on a montré ça, avec les images, pour dire, voilà, votre homme là, si tu veux là, cette vidéo, mais on peut te montrer même où il est. Il est dans notre main actuellement. Il s'est infiltré clandestinement sur les ordres du capitaine Oumarou Yabré, qui est le chef de l'Agence nationale de renseignement, le DST là, le voici, on l'a ici. Et non seulement on l'a pris, mais tous ses contacts et tous ses voyages qu'il avait effectués en Italie, avec les proches de Soro Guillaume là, on a eu toutes les transactions, voilà ça ici. Voilà la nébuleuse avec laquelle il voulait frapper et éventrer la Côte d'Ivoire. Avec tous les contacts qu'ils ont avec Soro Guillaume là. Quand on lui a donné pain beurré avec café là, il nous a tout ginseng. Voilà ça aussi. On a juste ça pour te donner. Donc si c'est l'arrestation de Abbas Sorné qui t'étonne là, regarde encore les liens qu'il avait depuis l'Italie avec les gens de Soro Guillaume pour éventrer la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, c'est le même Abbas Yabré qui nous a aussi donné les informations sur les camps d'entraînement que Soro Guillaume fait piloter à partir du Burkina. Il a un de ses anciens là-bas. C'est aussi Abbas Yabré qui nous a donné l'information. Si vous dites que c'est faux là, on peut te prendre toi-même là, pour aller où il est, tu vas lui poser les questions. Parce que Abbas Yabré, c'est lui qui a dit aussi que Soro Guillaume était présent lorsque Oumarou Yabré, le patron des services de renseignement burkinabé, lorsque Soro Guillaume était au Burkina, là, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés pour faire tous les plans là. Donc quand on a mis tout ça sur la table, et puis on dit voilà ça devant vous maintenant. Milogo, le chargé de mission du Burkina en Côte d'Ivoire, il appelle les autorités burkinabées et dit ah c'est gâté. Ah les autorités ivoiriennes, ce qu'elles ont là, c'est du lourd. Vrai, on fait comment?
Ibe Kaka dit comme c'est comme ça, là, prenez vos bagages et puis rentrez. Rentrez au Burkina Faso. Tous les diplomates en poste, rentrez rapidement. Voilà comment les autorités du Burkina ont fait rapatrier tous leurs diplomates en poste en Côte d'Ivoire. S'en est suivi des scénarios burkinabés sur le présumé complot dont a eu affaire le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont créer? C'est l'affaire que vous avez vue où ils disent que c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin et puis le Ghana, qu'ils ont attrapé des gens, que le coup d'État devrait avoir lieu. C'est là qu'ils sont allés créer cette histoire-là. Une histoire qui ne tient même pas. Craignant une communication officielle du parquet d'Abidjan, cette posture du régime burkinabé avait pour seul but de brouiller les pistes et se présenter encore une fois comme une victime. Abidjan est resté calme, poursuivant ses investigations. Mais les autorités ivoiriennes ne se sont pas laissées distraire. Elles ont continué leur travail et elles continuent leur travail. Et on va vous démanteler et on va vous désorganiser, vous désosser méthodiquement, mais dans un silence qui va vous surprendre. Du côté burkinabé, les réactions sont contradictoires. Officiellement, les autorités nient toute implication dans le projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais les preuves accumulées contre elles sont difficiles à ignorer. Il ne suffit pas de dire non. On a tout ce qu'il faut comme preuve et on a ça en notre main. On a vos hommes en nos mains, mais on a plus même que ça, mais on vous attend. C'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et surtout, merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. J'espère que ce que nous avons fait va vous servir pour être plus conscients. Et ça doit permettre aux uns aux autres d'être ceux-là même qui vont collaborer avec les autorités de la Côte d'Ivoire pour donner les renseignements, pour donner. C'est pourquoi le lundi, vous avez vu, j'ai rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. C'est parce que tout ce travail-là, on ne rend pas hommage. Et si vous avez suivi, j'ai dit qu'on ne rend pas hommage à des vauriens. Et donc, les forces de défense et de sécurité et les agents de renseignement de la Côte d'Ivoire sont là pour les Ivoiriens et font du grand travail. Et c'était pour nous, à notre modeste manière, de leur rendre vraiment témoignage et gratitude. Et vraiment, grand merci à tous ceux-là qui donnent leur vie chaque jour. Grand merci au président Ouattara, grand merci au ministre TBO, grand merci au ministre Vagondo. Même s'il y a une affaire de python entre lui et moi, on va régler ça en famille. Et grand merci à tout le commandement, sans oublier le général Chérif Ousmane, sans oublier le général Yeo, et sans oublier aussi tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire le colonel Koné Zakaria, pour moi il n'est pas un colonel, il est plus que ça, mais tout le monde, voilà. Parce que moi je vous vois plus que vos titres, vous êtes plus important pour nous que tous vos titres, parce que vous êtes des personnes concrètes. Vraiment nous saluons tous, avec tous les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, et aussi tous nos partenaires qui nous aident à protéger la Côte d'Ivoire, mais surtout nos populations qui sont devenues aujourd'hui nos premiers agents de renseignement. Chère population, personne ne peut aller en prison ou on ne peut pas arrêter quelqu'un qui a donné un renseignement. Même si c'est un faux renseignement, on va vérifier et ça s'arrête à ça. Soyons tous des agents de renseignement. Et c'est ça qui va nous permettre de sauver notre pays, comme l'a fait les gens du Nord, pour pouvoir aider les autorités. Vraiment, merci à vous. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On est malheureusement pris par le temps. On ne pourra pas donner plus de 5 minutes aux uns aux autres. Donc ceux qui vont prendre la parole, on va vous demander de vous signaler rapidement. Il nous reste 20 minutes. Donc vous allez pouvoir vous exprimer et on va fermer le direct. Vraiment, merci à chacun et à chacune. Et ceux qui veulent s'exprimer, signalez-vous rapidement pour qu'on puisse vous donner la parole. Il y a Maman Ouragan qui s'est signalé. On va lui donner rapidement ces 5 minutes de parole et on va pouvoir progresser. Donc encore, merci une fois. Merci, merci, merci. Allô? 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 Oui, bonjour, Mère Ouragan. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, je vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole pour 5 minutes. Ok, donc bonjour à toute la classe.
Apoutou, guide national du vrai nom Agré Stéphane, est assis sur une bombe. Monsieur le généreux, qui profite de la naïveté de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour recruter filles et garçons pour ses faits obscurs. Mes parents du nord de la belle Côte d'Ivoire, je vous dis merci, merci au sens où vous protégez et vous aviez protégé vos terres, même si c'est chez vous, ces AES sont logés pour leurs propres bêtises avec championnat de coup d'État, terroristes et djihadistes, dont certains, Soro Diom, le sanguinaire tueur d'Ibrahim Koulibaly, fait infiltrer comme étant des réfugiés pour repérer les coins et tous les recoins pour la préparation des élections 2025. Merci mon éclaireur, j'ai fini. Bon Juma Moubarak à tous les musulmans, à ma famille. Vraiment, merci infiniment, Maman Ouragan. Merci encore pour ce que vous venez de dire. Et ce que vous avez dit, hier, il y a un communiqué du procureur qui est sorti sur l'affaire d'un individu qui aurait exhibé des sommes faramineuses sur la toile. Ce qui paraissait comme une simple histoire d'un enfant qui a trouvé une boîte d'allumettes et qui veut s'amuser dans un champ de coton sénoufo. L'affaire, quand on lit ce rapport du procureur, il y a des mots qui ne passent pas inaperçus. On entend le mot UEMOA, on entend le mot BCAO, on entend le mot, quand je dis entendre, ça veut dire on peut lire le mot terrorisme, blanchiment des capitaux. Cela signifie que l'affaire n'est pas simplement liée à la Côte d'Ivoire. Puisque l'UEMOA, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. La BCAO, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Terrorisme, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Blanchiment des capitaux. Et quand vous mettez ces mots ensemble, s'il y a eu terrorisme et qu'il y a eu des fonds qui ont été accumulés, comment il fallait blanchir ces fonds-là? Et donc l'UEMOA a certainement eu à donner des informations de certaines pratiques peu acceptables. Et donc, supposez que je sois le bon petit de... C'est quelqu'un qu'on appelle le roi 25. Vous connaissez le roi 25-25? Bien sûr. Si par exemple, si j'étais par exemple, dans le pays du roi 25-25, il y a quoi là-bas? Il y a le terrorisme. Maintenant, si maintenant, moi, le roi 25-25, les terroristes passent par moi pour blanchir leur argent, et que dans mon pays, je ne peux pas le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser des petits idiots. Et ces petits idiots-là, voyez-vous, eux ne vont pas comprendre de quoi il est question. Ils se retrouvent dans quelque chose. Ou maintenant, quand on voit l'argent, on dit l'argent c'est pour qui? L'argent c'est pas pour moi. Mais l'argent c'est pour qui? Ça doit appartenir à quelqu'un. Ça a été obtenu comment? On n'arrive pas à dire le comment. L'affaire est plus grave que celle de la Côte d'Ivoire. Ça dépasse la Côte d'Ivoire. Ça ira plus loin. Il y a des choses qui seront découvertes. Et moi, je dis au gouvernement de punir lourdement tous ceux qui sont dans cette histoire. 20 ans de prison ferme, sans état d'âme. Parce qu'il faut que nous, on lave notre nom. Pour que notre nom n'a qu'à quitter sur la liste grise là. Il faut qu'on lave notre nom. Donc, toute personne qu'on va attraper là, on va vous sacrifier sans état d'âme. Apprêtez-vous pour ça. Toute personne qu'on va attraper dans ces jours-ci, tant que notre nom ne va pas quitter sur liste grise là, vous êtes déjà morts. Ça, il faut que le nom de la Côte d'Ivoire quitte sur le... Le nom d'Alassane Ouattara ne peut pas être sali. Donc là, toi tu es quelqu'un, on t'a attrapé dans quelque chose là, on va t'utiliser pour laver notre nom. Ah, là, c'est la vie, hein. Même si on dit, tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas être ton propre cimetière. Et donc, il y a une guerre sans merci qu'on va mener pour que notre nom quitte sur la liste grise de Gafi. Donc, tout ce qu'on va attraper dans le blanchiment d'argent ces jours-ci, là, ou même dans les faux coups, là, en tout cas, vous allez beaucoup nous aider à pouvoir laver notre nom. Et ça, on vous dit merci pour ça. Et donc, il faut que ces personnes-là, si elles sont reconnues coupables, il faut qu'on leur donne des sanctions qui vont même choquer la conscience populaire. Des actions lourdes. Moi, en tout cas, ça me plairait. Quand c'est comme ça, les jeunes gens, parce que c'est très grave ce qui a été fait.
C'est une corruption des mentalités, des mœurs. Ah non, vous n'êtes pas obligé de travailler. Hein. Vous pouvez voilà, faire n'importe quoi. Le monde ne se passe pas comme ça. Et nous disons merci aux autorités. Et de continuer leur travail sereinement. Mais tous ceux qui sont dans les magouilles, si on vous prend ces jours-ci, en tout cas, vous allez nous aider à revenir sur la liste blanche. Chers mères, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée. Un Juma Moubarak à vous aussi. Plein de santé, prospérité et toutes choses qu'il faut en termes de bonté pour la famille. Ah oui, parce que après tout, j'ai mon fiancé hein, qui est quand même aussi un musulman. Donc, c'est normal que tu me souhaites ça. Il est devenu maintenant fiancé. Continue. La même chose. Aïe, fiançailles, mariage, mais toi aussi. Ah, ça là, franchement, même si tu veux gâter même là, pardon. Moi, je sais comment je vais gâter le mariage là. Regarde. Moi, je ne suis pas bon, hein. On va leur dire, non, qu'à payer 20 avec pastis. Et puis, chose, comment on appelle, Johnny Walker. Ils n'ont pas dit son musulman. On va leur dire, non, qu'à payer casier de ça pour envoyer. Et puis, on va leur dire de payer Gabi aussi pour envoyer. Moi, mon papa tenait là, je lui donne un peu d'informations, donc il sera gentil, hein, le vieux père Vagondo. Donc, cela, faut pas mettre le nom des vieux là-dedans. Les vieux quittés là. Les vieilles personnes quittées. Non, je vais venir tout changer. Le ministre du tourisme. Ah non, éclairer ça, il faut quitter dans ça. Je vais venir tout nettoyer, balayer ça. C'est effacé. Il n'y a pas de dossier là-bas encore, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. On vous souhaite un excellent week-end et bien de choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Okay. Allô? Oui, bonjour, cher Annie, comment allez-vous? Oui, bonjour, cher frère éclaireur Provirité, ça va et vous-même? Dieu merci, ça va très bien. Et la famille? Oui, ça va, merci. Dieu merci. Ok, d'accord. Excusez-moi du non, bruit. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, oui, ok. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux commencer. Oui, non, vous avez la parole. Ok, d'accord, très bien. Merci à tous les élèves, merci à toute la Côte d'Ivoire et merci surtout pour les sujets abordés aujourd'hui tellement importants que nous devrons en parler. À commencer par l'affaire Balthazar rapidement, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup parce que à savoir s'il n'a pas d'agence déjà implantée en Côte d'Ivoire et donc c'est en tout cas un clin d'œil à nos autorités. Ils doivent sévir, ils doivent surveiller un certain nombre de comptes, sinon l'ensemble des comptes qui semblent susceptibles d'être approvisionnés de façon assez suspecte pour pouvoir démanteler à notre tour, en tout cas, un certain nombre de réseaux qui seraient en Côte d'Ivoire en ce moment beaucoup plus actifs. Alors, donc, je vais passer sur ce cas-là parce que, bon, vous savez que nos sœurs, nos mères ont tendance à aimer beaucoup plus la facilité. Hein. On se souvient beaucoup plus de l'affaire Portiporta et donc cette affaire de Balthazar, certainement qu'en Côte d'Ivoire, ça pourrait faire tourner pas mal de têtes. Voilà. Et donc, je vais remercier tous nos partenaires, notamment les États-Unis qui viennent quand même de nous offrir tous ces enchères-là pour la sécurisation du pays. Concernant cette sécurisation, justement, nous demandons à nos autorités déjà, merci beaucoup pour tout ce qu'ils font, mais c'est pas suffisant. Il y a le problème clé des orpailleurs et sur tous les plans, cela c'est une gangrène, c'est des éléments qui vont nuire sur tous les plans à notre pays. Côté agriculture, s'ils vont priver nos agriculteurs dans les années à venir de pouvoir travailler, puisqu'on a une superficie qui n'est pas assez pour pouvoir dire qu'on a de la place.
Donc nos eaux seront polluées, nos forêts qu'on demande de régénérer, eux de leur côté sont en train on va dire, de faire perdre, d'abattre de gros arbres et donc de détruire la forêt. Et dans un village que je vais dire le nom, ça s'appelle Iguila. Vous savez que EPV, ce n'est pas pour rien. C'est des élèves qui sont un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. On est un peu implanté partout. Et j'ai des sources d'un de nos EPV qui vient de me dire qu'il y a plus de 200 orpailleurs qui étaient pour la plupart avant à pied, aujourd'hui se trouvent se sont achetés des motos. Et ce sont ces motos-là qui vont servir, il suffit qu'on leur donne le top départ. Ce sont ces motos qui vont servir d'engin de déplacement pour envahir nos villages, comme vous venez de le signaler. Et ça, vous savez que Tanda, dans toute la partie nord-est, nord-ouest est infecté de tous ces orpailleurs clandestins. Et donc, il faudrait vraiment tamiser cette partie de la Côte d'Ivoire et ces orpailleurs clandestins qui, pour la plupart, sont des Burkinabés maliens. Et ça, c'est une véritable armée en latence qui, à la moindre, il suffit qu'on appuie sur un bouton pour les activer et ça va faire très mal. Donc, nous demandons aux autorités de chercher à vraiment à être beaucoup plus actifs. Parce qu'on a parlé des orpailleurs, ce n'est pas cette année ni l'année dernière, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et on voit que les gens s'infiltrent de fil en aiguille, nos villages pour venir, avec l'accord de malheureusement nos parents, et même nos autorités administratives, donc notamment les sous-préfets, les commandants de brigade, qui cautionnent toute cette arrivée massive et ma foi qui seront un danger permanent, qui constituent un danger permanent pour nos concitoyens. Donc, chers frères, je vais m'arrêter là si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher ami, et je suis totalement d'accord avec vous lorsqu'il s'agit des orpailleurs clandestins. Voilà une situation où ce sont des personnes qui ne sont même pas ivoiriennes. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas contre les personnes à cause de leurs origines. Mais est-ce qu'ils ont un permis pour pouvoir faire ce travail? Non. Ils viennent dans ces zones-là avec la complicité de quelques, peut-être chefs de village, ou quelques chefs de présidents de jeunes, ou bien quelques autorités locales. Et comme des abeilles voyageurs, ils envahissent l'environnement. Et ils font n'importe quoi. Ils mettent en danger la santé des populations à travers les produits chimiques. En plus de cela, ils détruisent les terres. Mais en plus de cela, le marché de la drogue partout où ils sont évolue parce que pour faire ce travail-là dans ces conditions, il faut être dans un état second. Et en même temps, la prostitution. Et donc, il parle de tous ces phénomènes-là, donc la violence, le banditisme s'installe directement. Mais les gens acceptent ça. Parce que ça ne les touche pas directement. Mais les conséquences sont en face de nous. Aujourd'hui, l'argent de l'orpaillage clandestin, ça ne rentre pas dans la poche des Ivoiriens. Ceux mêmes qui sont complices avec ces personnes, c'est des miettes que ces personnes reçoivent. Mais le plus gros résultat en termes de malheur, ce sont les populations. Et c'est notre environnement, notre écosystème qui reçoit. Nos eaux sont polluées, nos terres sont dégradées. On ne peut même pas faire l'agriculture pour nous nourrir. Et donc, on aura perdu dans tous les sens. Et c'est cet argent-là qu'aujourd'hui, les groupes armés djihadistes reprennent. Ça dit comment quelqu'un peut laisser des gens venir exploiter sa richesse, le mettre dans des problèmes et puis encore le combattre. Et nous avons dit ici, pour combattre cela, il faut une rigueur sans nom. Il faut mettre les moyens aériens en place, comme des drones d'observation, et puis mater ces personnes avec des équipes mobiles qu'on va former peut-être à peut-être 1 heure ou 2 heures du temps. Parce qu'il y a des complicités aussi au sein même de nos forces et de défense et de sécurité. Quand on met des unités qui sont en charge, on a découvert ça aussi, quand on met des unités qui sont en charge de lutter contre l'orpaillage, avec le temps, ces personnes-là créent des liens et des réseaux. Et ça fait que chaque fois qu'on doit aller lutter pour démanteler des endroits, les gens sont informés. Donc, ce qu'il faut là, on doit un peu fonctionner comme la méthode de la BOPE. La BOPE, c'est
une police qui lutte contre le grand crime au Brésil, dans les favelas. C'est-à-dire que quand on doit aller dans une zone là, on ne choisit pas les gens. C'est, vous venez comme normalement, à 30 minutes, on vous dit, bon, mettez-vous ensemble, apprêtez-vous, allons-y. C'est fini. Et quand c'est comme ça là, on peut même procéder à cela. Faire des visites éclairs pour neutraliser ces gens-là de façon implacable sur le terrain. C'est ce qui va faire que ce phénomène va cesser. Parce que il y a plus de conséquences et les conséquences frappent durement nos populations. Et il faut qu'on puisse arrêter avec cela. Sinon, c'est nous-mêmes qui allons être perdants et qui allons être en face d'une dure réalité. Vraiment, merci encore d'évoquer ce sujet-là en espérant que ça va frapper la conscience pour que les gens puissent le prendre au sérieux. Vraiment, merci beaucoup, cher ami. Je vous remercie. Juste dernier rappel pour l'enrôlement, si vous avez encore, pour tous ceux qui sont en région parisienne, ou même dans le monde, vous avez encore ce week-end-là pour pouvoir faire l'enrôlement si vous avez oublié. Et donc, c'est juste un rappel, car c'est important l'enrôlement. Et c'est avec cela que nous pourrons effectuer le vote à la fin de 2025 avec la grâce de Dieu. Donc, je reste à l'écoute. Bonne émission à tous. Merci infiniment, cher aîné. On vous souhaite aussi un excellent week-end. Bien des choses à vous, ainsi qu'à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien. Toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour ce vendredi. Vraiment, Juma Moubarak à tous et bon vendredi à tous. Que Dieu nous garde toujours dans ses grâces et qu'il aide toutes nos prières. À tous nos malades, à tous ceux qui ont des parents malades. Que vraiment Dieu leur accorde la santé, à nous-mêmes aussi santé et longévité à tous. Et que Dieu leur donne vraiment la santé absolue et que Dieu fasse que les remèdes, les médicaments qu'ils utilisent, que Dieu y mette la force dedans pour que ça puisse leur donner guérison. L'éclaireur Balthazar, l'affaire Balthazar. Mais Balthazar, toi, président, là, est-ce que... Non, moi, je ne crois pas qu'il avait vraiment des ambitions présidentielles, hein, l'éclaireur. C'est une manière d'ironiser, quoi. Parce que tu ne peux pas t'adonner à ces genres de pratiques et puis penser un jour vouloir diriger un peuple. Et franchement, lui-même là-même, il savait très bien que c'était, il s'est trompé, quoi. Ou bien peut-être c'était quelque chose, c'était une manière de se couvrir la face. Mais vous saviez, Dieu, il va te laisser faire, mais c'est un seul jour qu'il mettra tout à la une. Et vraiment, à ces femmes qui ont été vraiment, qui se sont faites déshonorer par ce monsieur, franchement, moi, je me dis, moi, en tout cas, je ne vais pas mentir, j'ai vu quelques vidéos. Voilà, et quand tu regardes ces vidéos, tu sens que c'est avec le consentement de ces femmes-là, au fait, que tout ça va se passer, au fait. Franchement. Donc, c'est pour dire que vraiment, si on a dit Yako, c'est comme si c'est nous-mêmes. Moi, je n'ai vraiment pas de compassion, parce que je me dis quelque chose que tu fais avec toi-même ton propre consentement, c'est que tu es prêt aussi à assumer les conséquences. Ok. Comment on appelle Ibe Kakao. Ibe Kakao ne va jamais arrêter tant que Soro Guillaume est là-bas. Ibe Kakao ne va jamais arrêter tant que Soro Guillaume est vivant. Parce que pourquoi je dis ça? Depuis que Ibe Kakao, quand il avait fait son coup d'état au départ, là, il ne parlait pas comme de la manière quand il a raconté Soro Guillaume. Là. C'est quand il a croisé Soro Guillaume là, que tout a changé. Soro Guillaume, nous, nos parents du Nord, nous sommes des enfants bénis. Le Nord, là, nous sommes des gens, quand on te dit on te veut, on te veut. Quand on te dit on ne veut plus aussi, on ne veut plus. Soro Guillaume, nos parents, là, tu ne vas pas les livrer. Dieu va toujours déjouer. Dieu fera que toujours nos forces de l'ordre vont déjouer tous vos sales coups que vous fabriquez là. Parce que, hey, selon que le Nord ne t'a rien fait. Au contraire, c'est toi qui as fait quelque chose au Nord. À cause de ce que tu nous as fait au Nord là, Dieu ne va jamais accepter que tu aies le dessus sur le Nord. Non, Dieu ne va pas le faire. C'est Babo Laurent qui a livré l'Ouest, ils se sont laissés aller. Hein. Mais nous, nos parents du Nord là, Inch'Allah, Dieu ne va jamais les livrer à tes sales coups. Tout ce que tu fais là, ça va te retomber sur toi-même là-bas. Et tous ces pays qui t'accompagnent dedans, là, ils vont tous payer, ce Guillaume.
Le Nord là ne t'appartient pas, hein. Oui, c'est pas moi, mais je me demande que tu es une vraie info. Franchement, c'est question qu'on se pose. Parce que nos parents, tu ne vas pas les livrer. Et Dieu fera toujours que nos forces de l'ordre vont vous déjouer. L'éclaireur, je ne vais pas prendre tout ton temps, je vais m'arrêter là et dire merci à toi et que Dieu donne beaucoup de santé à Papa Ado et à tous ceux qui l'entourent et nos forces de l'ordre. On leur dit bravo, bravo. Et à la population aussi, on dit bravo. Chère population du Nord, soyez toujours en collaboration avec les forces de l'ordre. Quand vous voyez des petites choses, dénoncez. Ne vous taisez pas, hein. Souvent, s'en fout de nous aller là. Qu'on vienne raser même le Nord, c'est ce qu'il cherche. Parce qu'il sait que le président de Côte d'Ivoire ne pourra pas l'être. Donc, il faut cafouiller le Nord. Donc, n'acceptons pas. Tout ce que vous voyez là, n'hésitez pas à les dénoncer. Vraiment, merci le Créateur. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et bon dimanche à tous. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour ce que vous avez dit. Merci surtout pour le conseil, surtout aux populations du Nord, d'ouvrir beaucoup et grandement les yeux pour ne pas être victimes de leur propre silence et de leur propre naïveté. Vous êtes des gens qui avaient un grand cœur, mais si votre bonté doit être retenue contre vous, alors là, il faut changer de stratégie. Et donc, chère population, ouvrez les yeux, soyons complices des autorités pour donner toutes les informations. Vraiment, merci à vous-même. On vous souhaite à vous-même du Juma Mubarak, tous les bonheurs qui vont avec, et aussi à tous les musulmans du monde. Et bon dimanche à tous les chrétiens et à ceux qui pratiquent la sabbat. Et aussi, on vous souhaite aussi un bon samedi. Parce que la sabbat commence à partir du vendredi à 16h pour finir vers midi. Et donc, etc., etc. Et puis aussi, bon courage aussi aux comiens. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Il faut respecter tout le monde, en fait. Donc, chacun peut faire pour lui. C'est Dieu qui sera le meilleur des juges. Mais, dans nos différences, apprenons à vivre en paix. Apprenons à respecter les autres. Nos différences culturelles, religieuses et ethniques doivent être un plus et non un moyen pour nous diviser. Notre ennemi, c'est la pauvreté. Notre ennemi, c'est l'analphabétisme. Notre ennemi, c'est surtout le sous-développement que nous devrons combattre. Essayons chaque jour de nous cultiver pour être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour que Dieu nous permet d'être et de vivre. Chère mère, il revient à la dernière personne de nous faire la conclusion. C'est à vous que cette tâche revient. Moi, je profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont certainement aimé ce que nous avons fait, à ceux aussi qui n'ont pas aimé. On ne peut rien pour vous. C'est ça, c'est notre part de vérité. Vous pouvez soit aussi venir nous contredire, ou bien même allumer vos caméras pour nous donner aussi la contradiction. C'est comme ça que le monde pourra aller de l'avant. Mais toujours est-il que nous avons donné notre part de vérité avec honnêteté. Et nous disons merci à tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui vont pouvoir tirer bénéfice de ce message. Chers mères, nous vous laissons donc la conclusion. Vraiment, merci, cher frère, merci. Comme tu l'as dit, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis parce que ce sont eux aussi qui font l'émission, tous ceux qui mettent le cœur, tous ceux qui font le partage, c'est tout cela qui fait l'émission. Donc, on vous dit tous merci et que Dieu nous protège, nous aussi, que Dieu vraiment, il nous élève au-delà de nos espérances et que Dieu vraiment soit toujours au contrôle de nos vies, de notre santé et beaucoup de santé à tous les EPV malades, beaucoup de santé à tous les malades, beaucoup de santé à notre président, notre très cher président Papa Ado, beaucoup de santé à tous ceux qui l'entourent et tous nos forces de l'ordre, beaucoup de santé à vous aussi et que Dieu continue de couvrir la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Excellente soirée à vous et à tout le monde. Merci.